Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu arrives pile à temps, Danny. Mais vous êtes Jack Lang? Tu vas bientôt découvrir l'antre de la culture. Moi, je veux juste attendre que l'orage passe. Dans cette audiocassette, tu découvriras de nouveaux mondes. Tu vivras des aventures de grande qualité. Tout ce que tu as à faire, c'est la glisser dans ce magnétophone et prononcer la formule « Allô Centrale ». C'est n'importe quoi. Allô, Centrale? Allô Centrale, c'est une grande aventure culturelle, présentée par Morgane et ses valeureux compagnons, une fois par mois sur Radio Kawa. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 212 d'Allo Centrale. Nous sommes à un jour quelconque de cette année 2020 si vous nous écoutez le jour de la sortie. Car aujourd'hui, mes canards, si nous n'avions pas prévu ce mode confi forcé, ce n'est pas grave, car le plus important, c'est bien entendu de vous souhaiter à tous, au nom de toute l'équipe Allo Centrale, une santé de fer à vous et vos proches. Et pour nos délectables retrouvailles, quoi de mieux qu'un épisode dédié aux œuvres réconfortantes pendant ce confinement? De tout type et de toute époque, c'est une sélection aux petits oignons qui vous attend. Mais bien entendu, pour savoir si la blanquette est bonne, je ne suis pas seule. J'ai convié ce soir l'équivalent d'une pièce montée de chroniqueurs, car ils sont nombreux ce soir. Autour de mon banquet virtuel, vous retrouvez Meuret, Lucille, Antoine, Setsunaël, Sly, Marvin, Célia, Vincent et notre toute nouvelle voix avec Céline. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à balancer la sauce. Pour information, chers auditeurs, après cette introduction pleine de métaphores filées mignonnes, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment d'écouter la gracieuse voix de Lucille qui va nous parler de Princess Bride. Alors, pour commencer ce numéro spécial confinement où on vous finalement conseille des choses qui vont vous tenir chaud, vous faire du bien pendant toute cette période de confinement, moi j'ai décidé de vous parler d'un film qui s'appelle The Princess Bride, dont vous avez peut-être entendu parler, mais je vais partir du principe que vous ne le connaissez pas parce que c'est plus drôle comme ça. Donc The Princess Bride, c'est un film qui n'est pas tout jeune puisqu'il est sorti en 1987, qui, si je puis me permettre, est quand même une très très bonne année, puisque c'est celle qui m'a vu naître. Voilà, c'est un film réalisé par Rob Reiner, qui est un réalisateur que vous avez peut-être déjà croisé puisqu'il a à son palmarès des films comme Spinal Tap ou Quand Harry rencontre Sally ou encore Misery, pour ceux qui préfèrent les films un petit peu d'angoisse. Donc un réalisateur qui a des films totalement différents, on va dire, dans son historique. Et c'est un film donc écrit par William Goldman, d'après son propre roman, qui est sorti en 1973. Donc qu'est-ce que Princess Bride? Princess Bride, ça raconte l'histoire d'abord d'un petit garçon qui est bloqué chez lui. Alors je me suis dit que ça ferait écho un petit peu à la situation actuelle. Mais bon, voilà, c'est un petit garçon qui est bloqué chez lui parce qu'il est malade, mais lui, il a juste le rhume. Donc on s'inquiète pas, il n'a pas le coronavirus, tout va bien. Et donc c'est un petit garçon qui préfère rester chez lui à jouer aux jeux vidéo pendant qu'il est malade. Et d'un coup, il y a son grand-père qui débarque. Alors déjà, son grand-père, c'est Peter Falk. C'est Colombo, on va pas se mentir, c'est la classe. Ça fait de son effet, c'est la classe. Et donc son grand-père arrive et qui lui dit écoute, puisque tu es malade, je vais te raconter une histoire, je vais te lire un livre. Alors le petit garçon, il est pas super chaud patate parce qu'il préférait jouer aux jeux vidéo, déjà en 1987 déjà. Et en plus, il va lui raconter un conte de fées. Alors le petit garçon, il est encore moins chaud. Mais bon, il veut faire plaisir à son grand-père. Et c'est là que le film en fait va osciller entre deux univers, donc l'univers du petit garçon, l'univers du conte de fées, puisque donc à chaque fois que le grand-père va raconter l'histoire, il va faire le narrateur, le petit garçon va l'interrompre de temps en temps. Qu'est-ce que raconte ce conte de fées? C'est l'histoire, ça se passe dans un pays fictif qui s'appelle le pays de Florin. Ça débute avec une jeune femme qui s'appelle Bouton d'Or, qui est interprétée par Robin Wright, qu'on a vu dans des tas de films, qu'on a vu dans Forrest Gump, qu'on a vu dans des séries aussi, puisque c'est Carrie Underwood dans House of Cards, par exemple, qui est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelle Wesley, qui est joué par Cary Elwes, qu'on a vu, pareil, dans des tas de trucs, dont Saw, par exemple, ou dans la dernière saison de Stranger Things. Il tombe amoureux et c'est ce qu'on appelle le grand amour. C'est le true love en anglais. C'est très important, c'est le véritable amour. Et sauf qu'un jour, ce Wesley disparaît. Donc Bouton d'Or est dévastée et elle décide que plus jamais elle n'aimera quelqu'un.
Quelques années plus tard, elle est en fait désignée par l'héritier du royaume de Florin pour être sa princesse. Donc elle est destinée à de grandes ambitions, etc. Mais son cœur est toujours meurtri par la disparition de Wesley. Mais elle décide à contre-cœur d'épouser quand même le prince de Florin parce qu'elle s'ennuie dans sa vie et puis qu'il n'y a plus rien d'important pour elle en fait. Elle est complètement désespérée. Et un jour, elle finit par se faire kidnapper par 3 Gugus. Et à partir de là, va commencer les aventures de Bouton d'Or et de tout un univers qui va s'ouvrir à nous. Je ne vais pas plus loin dans la description parce que Princess Bride, c'est un univers vraiment très riche, tout basé sur le conte de fées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers qui va reprendre tous les contes du conte de fées. Il va y avoir des combats d'épée, il va y avoir des combats de l'esprit, il va y avoir des combats de force, et il va y avoir des moments où il va falloir sauver la princesse, et il va y avoir aussi des moments où il va falloir sauver sa propre vie. Et à chaque fois, les héros vont s'en sortir par des entourloupes. Et c'est super drôle. Et c'est vraiment un film doudou. C'est le premier film que j'ai regardé quasiment à partir du moment où on a été en confinement parce que c'est un film qui me fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir de vous le conseiller aujourd'hui. C'est un film qui est épique. C'est un film qui est drôle. C'est un film qui est prenant. Il y a un casting de fou. Donc, il y a les acteurs que j'ai déjà cités. Il y a aussi Mandy Patinkin qu'on a vu paraître dans des tas de trucs qui joue un personnage qui s'appelle Inigo Montoya, qui est attachant de fou et qui passe son temps à dire je m'appelle Inigo Montoya, toi tu es mon père, tu es destiné à mourir. Moi je l'adore. On a également André le Géant, donc ce catcheur des années 70-80 qui était réputé pour sa carrure invraisemblable, qui était français d'ailleurs pour l'anecdote. On a également Chris Sarandon qui pareil a eu une grande carrière dans les années 70-80 dans des tas de films très très chouettes et c'est à mourir de rire. La musique est écrite par Willy DeVille et Mark Knopfler, qui sont quand même... puisque Mark Knopfler, je vous rappelle qu'il a fait partie du groupe Dire Straits. Donc, pareil, la musique est super cool. Donc, c'est un film à prendre comme un tout et qui vaut vraiment, vraiment la peine d'être vu. C'est un pur film doudou et je vous le conseille chaudement. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens dans les chroniqueurs aujourd'hui qui l'ont déjà vu. Je le connais par cœur. Oui. Moi, j'ai dû le voir des dizaines de fois. C'est un truc hyper fondateur pour moi, quoi. Il m'appelle Inigo Montoya. Enfin, ça fait marrer tout le monde. Toi, mon père, prépare-toi à mourir. Prepare to die. Je crois que je regarde ce film juste pour la blague sur les rats. Oui, les rongeurs de taille inhabituelle. Il y a aussi quand même les anguilles qui sont assez terribles. Oui, aussi. Mais toutes les scènes sont cultes et c'est ce qui fait que c'est un film qui marche très très bien. Comment toi tu l'avais découvert ce film ? J'ai découvert petite parce que mes parents avaient la cassette vidéo et j'ai l'impression de l'avoir toujours connu en fait. Oui, c'est un incontournable. Moi c'est pareil, on me l'avait enregistré à la télé sur une VHS à l'époque. C'est ça. Et c'est vrai que c'est le film, en fait, tu ne te lasses pas de le repasser parce que les gags fonctionnent à chaque fois. T'as beau les connaître par cœur, c'est toujours très très efficace. Alors malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il soit disponible sur une plateforme de VOD légale. Il est sur Netflix ? La dernière fois que je l'ai vu sur Netflix. Et oui, madame. Oh bah écoutez, s'il est sur Netflix, ruez-vous dessus, franchement, ça vaut le coup. Je conseille également la VF, parce que la VF est très très bien, ça fait partie de ces films qui à l'époque avaient une version française plutôt léchée. Donc si jamais vous avez des jeunes enfants, puisque c'est vraiment pour tout public, hein. C'est vraiment pour les petits et pour les grands, donc n'hésitez pas à le regarder en VF, c'est franchement... Il est plus sur Netflix. Bouh. C'est bien ce qui me semblait. Donc malheureusement, il n'est pas disponible en VOD actuellement, mais je vous le conseille si vous pouvez le trouver en DVD, il est facilement trouvable. Par contre, il est sur Amazon Prime. Ah, eh ben voilà. Bon bah parfait. Alors. Ah non. Non plus. Allo Central, le podcast à la pointe de l'information. Non, mais sinon, il y a quelque chose qui fonctionne à chaque fois, c'est regarder dans les catalogues de VOD en location. Oui. Alors, il est en location sur Amazon Prime, en fait, mais il est en loc. Voilà, donc ça, c'est quasi à coup sûr. C'est un film culte, vous pouvez vous ruer dessus. Franchement, vous allez lâcher entre, max 2 et 5 €. Ça vaut largement le coup, mais c'est génial. Tout est bien, il n'y a rien à acheter. Voilà, moi je l'ai en DVD et donc du coup je le regarde assez régulièrement, donc voilà. Bon bah tout chez toi. Voilà, venez tous chez moi pendant le confinement, hein, c'est super légal. Mais c'est vraiment un film qui fait chaud au cœur, c'est un film, comme j'ai dit, pour petits et grands, et c'est un moment où je pense que pendant le confinement, quand on a des enfants, quand on a des jeunes adultes, on a envie de leur faire partager des choses, et je pense que c'est vraiment pour tous les
pour tous les âges, quoi. Justement à ce sujet, moi quand je l'ai fait découvrir à ma fille qui à l'époque avait 7 ans, elle a adoré, elle s'est mise à la regarder tous les jours pendant 2 semaines. Ah, c'est un bon argument, ça. Voilà, donc je le connaissais déjà par cœur, je le connais beaucoup plus par cœur. Au bout d'un moment, c'est peut-être un peu lassant, mais c'est la 17e fois. Oui, mais ça, c'est les enfants. Ils ont toujours envie de regarder les trucs en boucle. On s'explique pas ça. La passion n'a pas de limite. Exactement. En tout cas, ouais, c'est vraiment très très bien. Je crois que Sly, toi, t'étais particulièrement fan de ce film, notamment pour les scènes de bataille. Enfin, de bataille. Alors, moi, en fait, moi, j'ai découvert ce film quand j'avais 8 ou 9 ans, je pense, parce que c'était une blague dans mon club d'escrime par d'autres qui l'avaient vu, sur la phrase j'ai oublié de te dire, je ne suis pas gaucher. Ah. Et où il change de main au milieu, ce qui fait qu'on essayait tous de le faire dans le club d'escrime. Drame pour notre maître d'armes, mais ça, c'est autre chose. Et effectivement, on a fini par me passer une cassette vidéo, j'ai découvert, et c'est absolument génial. Et les combats sont, pour l'époque et pour la manière de faire des combats d'escrime dans les films de ce genre-là, très bons. Petite note en plus, le maître d'armes qui a mis en place les combats, Bob Anderson, il a fait quelques petits autres films, dont les 3 premiers Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Pas mal. Petite référence. Voilà. Et dans Star Wars, c'était plus simple, c'était lui dans le costume de Dark Vador, parce que c'était plus rapide. Donc pour les combats, c'est lui qui fait Dark Vador. Ah bah ça c'est un super argument pour mes enfants, je vais leur dire tu vas regarder le film, c'est le mec qui est dans Dark Vador qui l'a fait, ils vont trouver ça génial. Ah, parfait. Argument supplémentaire, voilà, pour les enfants fans de Star Wars, vous le vendez comme ça marche très bien. Et bien sûr, cette transition fan de Star Wars, je vous propose qu'on passe à un autre sujet doudou, qui est le sujet de Murray, qui veut nous parler de Gilmore Girls. Oui, je vais tricher un petit peu parce qu'en fait, on parle d'œuvres de confinement. En vrai, Gilmore Girls, c'est un peu toute l'année. Quand ça va bien, quand ça va pas, quand ça va normal, quand on n'a rien, on sait pas quoi devant manger. C'est tout le temps. Tout le temps. Gilmore Girls, c'est une série télé américaine du tout début des années 2000, puisque ça avait commencé en 2000 et ça s'était terminé en 2007. À l'époque, sur la chaîne, ce qui s'appelait la WB, donc la Warner Bros, qui est devenue plus tard la CW. C'est une série télé, j'ai envie de parler un peu de la personne qui a créé cette série, qui s'appelle Amy Sherman Palladino, qui travaille avec son mari et qui sont deux personnes absolument incroyables, qui font des très bonnes séries télé. Dernièrement, on les connaît pour la formidable, je crois que en français, c'est La Formidable Mrs. Maisel. Et c'est deux personnes qui savent écrire des dialogues et ça fait toujours du bien. Revenons maintenant à la série Gilmore Girls, ça parle de 2 personnes, donc la mère et la fille Gilmore. Donc la mère qui s'appelle Lorelai et la fille qui s'appelle Rory, sachant qu'elle a eu le Rory à l'âge de 16 ans, ce qui était un peu tôt, un peu jeune, on va pas se mentir. Et donc elles vivent dans la très jolie petite ville de Stars Hollow, qui est faut imaginer une petite ville perdue aux États-Unis, très mignonne, où tout le monde se connaît, où en gros il y a une place principale et tous les habitants vivent plus ou moins autour de cette place principale. Il y a plus ou moins le maire de la ville qui est un gros relou, il y a le mec qui gère le café et qui nourrit plus ou moins tout le monde dans la ville, et c'est une ville où on a tous envie de vivre d'ailleurs. Clairement, c'est un des gros atouts de la série. Et pour en revenir aux deux personnages Gilmore, donc la mère et la fille, il se trouve que la fille Gilmore, elle est très intelligente, elle a une dizaine d'années au début de la série, elle est très intelligente, elle aimerait bien rejoindre Harvard, c'est son rêve. Le problème, c'est que la mère Gilmore, elle bosse dans une sorte de petit hôtel Airbnb, un peu plus développé quand même, et bon, elle n'a pas vraiment les sous pour ça. Et il y a bien 2 personnes qui ont les sous, c'est ses parents, sauf qu'elle leur a pas parlé depuis la naissance de sa fille, puisque ses parents sont des gens très huppés, qui ont beaucoup d'argent, et qui s'attendaient pas à ce que leur fille de 16 ans ait une enfant avec un mec avec qui elle n'a pas fait sa vie, elle ne s'est pas mariée, et qui du coup est partie vivre sa vie de son côté. Donc en manque d'argent, elle se retrouve à devoir reparler à ses parents, et c'est un peu la base de la série, c'est-à-dire qu'en gros, les parents vont rapidement lui accorder les sous pour que sa fille puisse d'abord être dans un lycée, on va dire chic, qui va lui permettre plus tard possiblement d'aller à Harvard, sauf qu'en échange il va falloir venir tous les vendredis soirs manger à la maison, ce qui plaît plus ou moins à personne. Enfin, les seules personnes qui sont contentes, c'est la fille et les grands-parents, qui eux vont pouvoir se rencontrer et se découvrir, mais autant dire que la mère Lorelai, elle a pas du tout envie d'y aller tous les vendredis, et c'est toujours un très bon sujet, de très bonnes scènes où tous les moyens qu'elle va essayer de trouver pour pas y aller, bien évidemment ça ne marche jamais. Et voilà, donc ça c'est un peu l'idée de départ. Autour de ça gravite un certain nombre de personnages assez adorables. Donc tu as le gérant du café du coin où elles vont tout le temps, puisqu'en fait le principe c'est que la mère et la fille Gilmore mangent tout le temps. Elles mangent des burgers, elles mangent des pizzas, elles mangent tout ce qui est possible de manger. C'est pour ça que la série est bien, mais ça donne la dalle. En général, quand elles se font un film, parce qu'elles aiment bien se faire des petites séances ciné, elles achètent pour à peu près 50 kilos de bonbons en tout genre. Et c'est tellement feel good parce qu'on va suivre ces 2 personnages-là, donc ces deux
ces deux personnages féminins qui vont chacune avoir des relations amoureuses, bien évidemment, puisqu'elles sont toutes les deux célibataires, et que Rory, elle va découvrir un peu l'amour, parce qu'elle est jeune. Hein. Et donc, au fil de ces 6 et même 7 saisons, elles vont grandir. Enfin, Rory va grandir, va aller à l'université. Alors, est-ce qu'elle va réussir à aller à Harvard ou est-ce qu'elle va aller ailleurs? On le verra au fur et à mesure. Et en même temps, on va voir développer tout un tas d'autres personnages autour d'elle. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le maire de la ville, il y a les amis de classe de Rory, dont certaines qui sont particulièrement énervantes, mais qu'on va apprécier aussi au fur et à mesure. Pour parler un peu plus de la série, donc moi je disais, la série a duré de 2000 à 2006. Il y a une dernière saison de 2006 à 2007, mais qui n'était pas gérée par Amy Sherman-Palladino, parce qu'en gros, il y a eu des embrouilles avec la chaîne, donc elle a préféré quitter le bateau, et ça se ressent. La saison 6 est bien, mais elle est quand même en dessous des autres. Cela dit, elle se regarde quand même. Hein. Et bonne nouvelle, Netflix a acheté les droits. Donc, ce qui permet de voir toute la série aujourd'hui sur Netflix. Et surtout, ils ont acheté les droits pour pouvoir faire une nouvelle saison qui a été diffusée en 2016. Donc, qui était une mini-saison avec 4 téléfilms d'1h30 chacun, quelque chose comme ça, 1h30 chacun. En fait, c'est une année avec les Gilmore. Donc, il y a quasiment 10 ans d'écart entre les deux, entre la fin de la série principale et cette mini-série. Donc, tout le monde a bien grandi. Alors, faut savoir que peut-être l'un des rares personnages actrices que vous allez peut-être connaître aujourd'hui, c'est le personnage c'est Rory, puisqu'elle est jouée par Alexi Bledon, que vous avez peut-être vu dans Handmaid's Tale. Et puis après, le reste des personnages, c'est souvent plus des seconds rôles de série. Il y a pas... là, si, il y a bien une aussi qui joue la cuisinière du Airbnb, qui est Melissa McCarthy, qui a quand même une bonne carrière derrière. Quand même. Mais oui, elle a joué dans Ghostbusters notamment. Voilà, notamment dans Ghostbusters, le très réussi Ghostbusters, et dans plein d'autres films très rigolos. Comme Bridesmaids. Comme Bridesmaids, voilà. Je crois que c'est ça d'ailleurs qui l'a plus ou moins fait connaître vraiment au cinéma, c'est Bridesmaids. Et donc voilà, c'est vraiment doudou, c'est-à-dire que... Alors comment je l'ai découvert, mon frère m'en a parlé à l'époque, un peu après la fin de la série principale, parce qu'à l'époque, en 2006, on téléchargeait pas encore trop. C'est pas bien de télécharger, je le rappelle. Mais bon, il m'en a parlé, je fais oui, bon, d'accord, ok, moi je suis un homme, j'ai besoin de gros muscles, de gros bras et de grosses voitures. C'est une série pour filles. Donc à l'époque, je ne l'ai pas écouté. Et puis j'ai une petite amie qui m'en a parlé, qui dit bon, allez, je vais lui faire plaisir. Et en fait, j'ai tout bouffé. Et je regrette de ne pas avoir bouffé ça plus tôt, beaucoup plus tôt. Et en général, les gens hésitent, et quand ils tombent dedans, on ne les revoit qu'à la fin de la série. Preuve en est qu'on peut en ressortir de temps en temps, faire quelques fulgurances, parce que moi j'ai commencé, et par contre c'est vrai que c'est des séries à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est des saisons avec beaucoup d'épisodes. Ah, c'est du 20-24 épisodes de 40 minutes, donc oui. Mais en fait, on fait pas attention quand on les marathonne. Tu vois, je les avais fait marathonner à ma compagne, et ça allait vite en fait. Ça va très vite. On retrouve, j'ai oublié, c'est vrai qu'il y a aussi un autre personnage, notamment dans les relations que Rory va avoir. Elle va avoir 2 relations importantes au début. Une avec un acteur que les fans de Supernatural vont reconnaître, qui s'appelle Paliki, si je dis pas de bêtises. Et surtout, une relation avec un autre personnage qui s'appelle Jess, et qui est incarné par Peter Petrelli, que vous connaissez pour Heroes, et que maintenant vous connaissez peut-être pour la série This Is Us, qui est devenu le père préféré des Américains et du monde entier. Et donc, c'est vraiment une série... Ouais, c'est le gros doudou. C'est une série que tu regardes souvent, ça, ou... On a refini un run il n'y a pas longtemps, là. Un run. Ça fait une speedrun de Gilmore Girls. On fait des... Non, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, tiens, je me referais bien un épisode. Genre en particulier parce que la série est connue pour avoir des épisodes très particuliers, parce que la ville, en gros, le monde tourne autour de la ville et des événements de l'année. Il y a un épisode où ils font un marathon de danse, où donc toute la ville participe. Il y a beaucoup d'épisodes vraiment thématiques, et du coup t'as envie d'en picorer qu'un seul, et tu te retrouves comme en plus c'est Netflix, hein, tiens, j'ai pas appuyé sur le bouton, ça continue. C'est ce qui est hyper plaisant avec cette série, c'est qu'elle a un côté un peu roman fleuve, oui. Et du coup c'est très agréable d'avoir la sensation en fait que cette histoire ne se termine jamais, parce qu'en fait il y a toujours un problème au début d'un épisode qui va être résolu ou non à la fin de l'épisode, pour ensuite passer une autre histoire à chaque épisode, et mais du coup en fait à chaque fois t'as l'impression de redécouvrir des nouvelles choses, et c'est sans fin. Et en plus, la série, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est ultra référencée en termes de cinéma, en termes d'actualité de l'époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références ciné et séries télé de l'époque, en termes de surnoms, de choses qu'elles aiment, que les deux Gilmore aiment. Et malgré tout, donc ça a quand même 20 ans maintenant, mon Dieu, ça a 20 ans, et pourtant ça vieillit pas. Ça passerait très bien aujourd'hui. Tu veux dire, les seuls trucs qui vieillissent, c'est que quand t'as un téléphone portable de 3 kilos, c'est compliqué. Oui, ça se voit aux fringues et à la technologie. Mais sinon, c'est universel.
Ça se voit pas aux fringues autant qu'une série comme Charmed, par exemple, où là on se rend compte que les années 90-2000, c'est loin. Ou Buffy, ou toutes ces séries avec... Nombril apparent. Ouais, c'est ça, avec les crop tops et les sacs à dos transparents en plastique. Ça n'a pas complètement disparu. Hein. Non, bah c'est revenu. C'est cyclique. Ça revient, hein, la mode des années 90. Ouais, hein. quand vous regardez Euphoria, Très bonne série. c'est trop bien. Genre au niveau du maquillage, au niveau des looks et tout, et effectivement, c'est crop top à gogo. Non, c'est le grand retour du crop top là. Les amis, clairement, les années 2000 sont là. Elles sont de retour dans la mode. Bientôt, vous allez vous relaquer les cheveux et peroxyder les mèches. Ouais, ça a commencé déjà. Est-ce qu'on veut vraiment revivre ça? Ouais, non. Je sais pas, mais les jeunes sont innocents. Je crois que je vais rester confiné finalement, je crois. Est-ce que la prochaine étape, c'est on va tous se mettre à danser la tectonique? Ouais, non. ou Ouais, je sais non. pas. On a C'est pas une bonne idée, ça. Non. On a encore un peu de marge, mais techniquement, là, on est dans la période où bientôt, on verra les adolescentes sortir avec un pad def avec motif dragon. C'est déjà arrivé. J'ai hâte. C'est déjà arrivé. Attention. Ah, donc aussi les chemises dragons dégueulasses pour Eh oui, les tout à hommes, fait, il alors. fallait pas les jeter, les Ouais, garçons. mais dans ce cas-là, le confinement, c'est bien, en fait. En attendant, pour revenir au confinement, c'est vrai que Gilmore Girls, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut recommander à tous les auditeurs. Tu le recommanderais d'ailleurs à quelle typologie de sérivore, Murray? Tout le monde? Non, pourquoi se priver? Pourquoi se priver d'une série feel good où on s'attache à tous les personnages? Bah tiens, justement, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais pour conseiller Gilmore Girls à quelqu'un qui, sur le papier, tu vas dire non, c'est une série un peu soit adolescente, soit un peu trop fille, des trucs comme ça, pour le dire regarde. Parce que c'est un peu le truc que je pourrais me dire sur le papier en me disant ouais non, c'est pas mon truc au final. Il y a des très belles scènes de food porn. Déjà, clairement. Quand t'aimes la nourriture, tu aimes Gilmore Girls. Je dirais qu'en fait, les dialogues sont tellement bons. Au-delà du côté, forcément, on est sur deux personnages féminins célibataires, l'adulte et l'adolescente. Donc, il y a forcément des histoires d'amour. Et c'est surtout, en fait, les dialogues et les répliques qu'il y a en permanence. Les pics qui sont envoyés entre Lorelai et sa mère, et inversement. C'est vraiment des dialogues qui sont bien écrits. Des scènes, notamment des scènes d'introduction, je pense que c'est un des trucs que je préfère dans la série, c'est qu'avant générique, t'as toujours une scène d'introduction qui n'a pas forcément à voir avec le reste de l'épisode, mais qui me fait toujours mourir de rire. Et finalement, c'est peut-être aussi pour ça que je suis la série, que je l'aime. C'est vraiment voilà, tous ces petits dialogues bien écrits, bien ciselés, qui, au-delà du côté série un peu plus classique, on va dire, qui viserait un public plutôt féminin de base, n'empêche pas que ça se regarde tout le monde peut le regarder, quoi. Et ok, d'accord, ça reste une série Warner Bros et CW, tout le monde est très beau, je le reconnais. Ouais, ils sont beaux. Après, je trouve que c'est une série. Moi, je sais que j'ai mis vachement de temps avant d'y jeter un œil. Et en effet, Netflix m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce qu'en fait, les affiches, souvent, de preview de la série, ça faisait un peu roman à l'eau de rose, voire Harlequin. Ah, mais complètement. À l'époque, les DVD, les coffrets DVD, jamais tu ne touches à des coffrets DVD comme ça avec des couleurs pastel, vraiment où tu dis oui, non, c'est pas de classer dans le même rayon que des séries pour adultes. Et moi, ça me faisait un peu limite trop marshmallow, même si j'adore les romances, j'adore les trucs comme ça. Mais là, du coup, je me suis dit, je sais pas, en plus, il y a 6 saisons, et plus, puisqu'il y a des extensions ensuite. Mais le rendu visuel, en tout cas, le packaging, me donnait pas suffisamment envie pour m'y lancer. Et finalement, en fait, il faut aller au-delà de ça, parce qu'en fait, c'est bien écrit et il y a un grain au niveau de l'image qui est très années 2000-90, qui est très joli. Et franchement, c'est hyper plaisant à regarder, il faut s'y lancer tête baissée. Oui. Merci de conclure pour moi. Sur cette transition pleine d'amour et de guimauve, je vous propose qu'on passe à quelque chose de collectif. Je propose que nous passions au sujet de Sly qui va nous parler de comment faire du jeu de rôle en ligne. Oui. Avec toute cette période de confinement, on finit par plus sortir, plus avoir nos rendez-vous habituels, et donc on devient beaucoup plus disponible qu'avant. Et en fait, dans les 3 dernières semaines, j'avais jamais fait autant de jeux de rôle que depuis 20 ans, quand je terminais le lycée à mon avis, et qu'on était capable de prendre une semaine et de jouer tous les jours. Là, en moyenne, j'ai fait 3 parties par semaine. Mais comment faire alors que le jeu de rôle, ça se joue à 4 ou 5, dont un maître de jeu, ça peut être plus, ça peut être moins, et des joueurs, beaucoup d'imagination et parfois une paire de dés. Et ben en fait, il y a plein d'outils technologiques pour jouer maintenant. C'est même plutôt impressionnant, il y a plein de solutions. La plus facile et pratique et la plus universelle, ça va être un site qui s'appelle Roll20, si je le prononce à la française, Roll20 en fait.
en référence au D20, qui est un dé à 20 faces emblématique du jeu de rôle Donjons et Dragons. Et ce site va permettre de partager un écran, partager une carte. Le maître de jeu va contrôler ce qu'il montre à ses joueurs. Donc on peut complètement dévier ça et jouer à un jeu de plateau à la place. Ce site va pouvoir gérer l'audio, va même gérer les webcams des joueurs si on veut pouvoir se voir ou porter un costume ou un chapeau rigolo. Et surtout, il gère les règles du jeu. Il y a énormément de jeux qui ont été codés par d'autres membres de la communauté et les feuilles de perso sont gérées et un simple clic va permettre de lancer les dés. Et ce que j'ai constaté, c'est que Roll20 permet à beaucoup plus de gens de jouer qu'en normal. Parce que l'apprentissage des règles en devient beaucoup plus simple. Donc beaucoup plus de gens jouent sans trop se poser de questions en fait. Et c'est absolument génial parce que on rejoue et on rejoue beaucoup plus. Nous, on utilise aussi très régulièrement Discord, que je pense vous connaissez correctement. Il y a des bots dans Discord. Les bots de Discord, on peut parfaitement faire venir un bot qui va lancer les dés pour nous, ce qui permet d'éviter les je t'assure que j'ai lancé le dé sur mon bureau et j'ai fait le résultat que j'avais envie. Et pareil, vu que de toute manière le jeu de rôle ne nécessite au final que d'avoir des gens qui se parlent, on n'a pas forcément besoin à tout prix d'être dans la même pièce. Ça marche super bien. Moi avant je l'utilisais pour jouer avec des copains expatriés loin ou alors des soirs en semaine où on n'avait de toute manière pas le temps de se déplacer ou de se voir en vrai. Et du coup, en allant checker un petit peu ce que c'était, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de possibilités. Il y a du Donjons et Dragons, il y a du Call of Cthulhu. Et j'ai vu qu'il y avait plein de styles différents. Vous êtes sur quel type? Vous êtes sur quelque chose de créé ou sur... Parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un outil qui permettait aussi de créer tes propres maps visuelles. Alors, les maps visuelles, en fait, tu fais ce que tu veux, parce que tu importes un fichier. Donc, si tu as envie de dessiner, tu vas dessiner ton truc, tu vas le scanner, tu vas le mettre. Le côté map, etc., c'est parce que certaines éditions des règles de Donjons et Dragons, depuis la version 3, qui est sortie en, je vais me dire une bêtise, 2001, si mes souvenirs sont bons, on a toute une gestion des déplacements par case, etc. Et il s'était beaucoup rapproché du jeu de plateau pour la gestion des combats. Donc Roll20 gère tout ça. Chaque joueur va pouvoir déplacer le token correspondant à son personnage, qui peut être un joli petit artwork en GIF ou autre. Et donc toute cette partie-là, Roll20 va gérer tout ça, le déplacement sur case, etc. Ça va être en temps réel pour tous les joueurs. Après, tu peux t'en servir juste pour révéler une illustration en surprise ou effectivement montrer au fur et à mesure un plan quand les gens se déplacent, ouvre une porte et oh, on n'avait pas vu ça avant. Alors que si t'étais sur une vraie table en jouant entre potes, il faudrait que t'aies constamment un petit drap que tu relèves au fur et à mesure ou des trucs comme ça. Ou que tu dessines en live au feutre comme on faisait... il y a 20 ans avec des potes en posant un tableau blanc sur notre table. C'est vrai que Roll20, j'ai la chance de faire du jeu de rôle avec des amis qui sont un peu partout en France. Donc c'est clairement on peut pas se retrouver autour d'une table et Roll20 est vraiment la solution parfaite pour ça. Tu le disais, on peut lancer les dés sur Discord, mais on peut aussi les lancer directement sur Roll20. Et ça permet de montrer à tout le monde à quel point on fait des échecs en charisme, mais je vais pas parler de moi trop longtemps. Et non, c'est vrai que c'est le principe de pouvoir créer ses propres cartes. Nous, on a un JDR personnalisé où on a un maître du jeu qui s'amuse à créer toute une histoire. Et donc, oui, il peut créer ses maps, utiliser plein d'assets de personnages, faire ce petit brouillard de guerre, en effet, où tu vas rêler au fur et à mesure. Et puis, d'un seul coup, tu vas te rendre compte que derrière cette partie noire de l'écran, tu as environ 20 ennemis qui t'attendent. Et en plus de ça, tu peux aussi, grâce notamment sur Discord, et je crois même sur Roll20, tu peux t'amuser à faire une bonne playlist musicale pour ajouter un peu à l'ambiance. Et ouais, c'est vraiment l'outil parfait, encore plus en période de confinement pour ceux qui habituellement se voient en face. En fait, moi je trouve que justement Roll20 c'est un site qui fait très vieux, un peu abrupt on va dire en termes de design de site internet, et ça se sent un peu dans le code aussi. Donc je trouve que la manière dont Roll20 gère l'audio est pas géniale. C'est pour ça que nous on est souvent sur Discord. On trouve que Discord plante moins au niveau de l'audio en fait. Et après Roll20 en fait, quand tu crées ta partie, tu choisis le jeu auquel tu vas jouer en fait, et tu peux complètement dire c'est pas un jeu particulier. Par jeu j'entends corpus de règles uniquement, pas scénario. Et donc tu peux dire on verra bien, il n'y a pas de truc particulier, mais quand tu choisis un corpus précis, il va te charger des feuilles de personnages que les joueurs vont pouvoir remplir, ce qui fait que quand tu vas leur dire fais un jeu d'athlétisme, il va pas se dire attends je regarde, je sais plus, il va cliquer sur athlétisme, le dé va être lancé tout seul. Par corpus, tu veux plutôt dire par exemple pour tous les rôles style système D20, des systèmes qui sont vraiment codifiés? Non, même plus précis que juste système D20, c'est-à-dire tu vas dire je joue à Pathfinder.
Ouais, voilà, enfin, mais voilà, système D20, généralement, t'as quand même pas mal de jeux de rôle qui sont à peu près sur la même codification, globalement. Si t'es dans un En fait, si le jeu de rôle auquel tu joues n'est pas dans la liste de Roll20, tu vas commencer à faire des adaptations. Oui. Donc moi, là, en ce moment, sur les 5 jeux auxquels je joue, il y en a certains qui correspondent pas, on a fini par recoder entièrement un corpus de règles. Alors attention, pour recoder un corpus de règles soi-même, il faut un abonnement payant, qui est à 3$ par mois. Hein. J'ai une question de noob, parce que moi, Ouais. j'y connais absolument rien. Est-ce qu'il y a une fin au jeu de rôle? La mort. Quand t'as envie. Non, la mort n'est pas une fin, il y a un jeu de rôle dédié à ça. Non, La mort IRL. Voilà, la mort IRL. Ah oui, c'est ça. Ouais. En fait, il y a la fin que tu as envie de faire. Tu peux parfaitement dire, regrouper tes potes, dire tiens, j'ai envie de faire un jeu, je vous propose un scénario, c'est un one-shot. Donc c'est un one-shot, bah voilà, tu fais une partie. Dans ces cas-là, usuellement, tu as écrit les personnages pour eux avant, comme ça ils gagnent du temps, tu fais une partie, ça s'arrête et tu dis bah voilà, c'était l'aventure, moi j'ai pas prévu de faire plus. Tu peux aussi dire je vous propose une grande aventure, vous verrez, c'est un petit truc sympa, ça sera en 5 actes, vous jouerez vos descendants sur 5 générations et on va jouer pendant les 20 prochaines années, j'espère que vous êtes chaud. Tu peux aussi, entre les deux, avoir des limites. Mais la plupart du temps, tu pars en te disant hey, j'ai une petite partie, c'est rigolo, et puis après, tu as envie de continuer, et puis 15 ans après, tu fais hey, on joue toujours. Bon, mais non, il n'y a pas de fin particulière au jeu de rôle, en fait. La fin, en fait, est décidée par le maître du jeu. Elle est décidée par le maître du jeu ou par les aléas tout court de on n'a plus trop le temps de jouer, attends, tiens, ça fait tant de temps qu'on n'a pas joué, qu'est-ce qui se passe, je sais plus. Hein, on va pas se mentir, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai un bébé, donc peut-être qu'au milieu de cette bataille, d'un coup, on va entendre un cri et que ça sera pas dans le jeu et qu'il va falloir faire une petite pause. Mais moi, j'ai actuellement un maître de jeu qui est jeune père également et où régulièrement on a en fond derrière lui son enfant qui appelle. Du coup, est-ce que vous l'intégrez comme une créature spécifique à battre ou pas? Bah non, il joue pas, il parle pas, c'est pas drôle. Moi, on n'était pas en confinement quand ma fille aînée était très jeune et j'ai des photos de parties de jeux de rôle où le maître de jeu l'a dans les bras pendant qu'on joue. C'est rigolo. Mais à 3 jours, je crois, un truc comme ça. Mais donc voilà, le jeu de rôle permet vraiment plein de choses, et vu que la limite c'est en fait ton imagination, pour faire le côté très pub de l'époque des années 80-90, et ben l'audio ça le permet quand même en fait. Voilà. Et après on a des jeux où il y a des applis dédiés. Moi, il y a un jeu auquel je joue actuellement où la communauté est extrêmement prolixe, malgré un petit jeu monté en Kickstarter où on joue des mechas géants. Enfin, on joue des pilotes de mechas, ce qui est donc absolument génial. Et les règles ont été entièrement codées dans une appli en ligne. Donc, on joue quand même avec Roll20 pour déplacer nos personnages sur une carte hexagone. Mais on gère nos persos par une appli intégrée dans notre navigateur. Ok. Donc il y a plein de trucs maintenant qui sont possibles. En fait, il y a plein d'alternatives et qui répondent à seulement, enfin, pour pas rester seulement dans sa cave enfermée. C'est ça. Avec tes copains. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, si on n'a pas trop d'idées de comment on peut faire, on n'ose pas trop se lancer et tout. Et il y a plein de streams en ce moment. La mode s'est relancée dans les dernières années. L'adolescent que j'étais dans les années 90, qui écopait de la réputation de Mireille Dumas, qui disait qu'on était fou et dangereux, est absolument émerveillé par cette période actuelle. Parce que, par exemple, j'ai découvert avec des grands yeux que actuellement, de manière régulière, je sais plus si c'est pas tous les mois ou toutes les semaines, il y a un live sur le site du Figaro où des gens jouent au jeu de rôle. Voilà, par exemple. Et il y a quelques autres, alors je vais en citer. Donc celui sur le Figaro s'appelle Premier Rôle. Il y a Game of Roll qui en France est assez connu. Il y a La Bonne Auberge qui sont des copains à moi qui existent depuis maintenant 4 mois. Et le plus connu aux États-Unis, ça s'appelle Critical Role. Il faut savoir que Critical Role, c'est pas le parti de jeu de rôle qui ressemblera à la vôtre parce que c'est des acteurs. Donc c'est des acteurs, c'est des doubleurs vocaux connus. Donc leurs voix sont parfaites. Ils interprètent bien leurs personnages et c'est monté. Donc on n'a aucune idée de si ça n'a pas été attends, on va refaire la scène, elle est mieux comme ça. Par contre, Critical Role, c'est impressionnant. C'est un peu comme un joli livre audio, mais on entend les dérouler réellement, quoi. Ok, ouais, c'est vachement complet. Et du coup, tu as noté dans le conducteur 2 autres alternatives qui permettent de se réunir entre copains. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Oui, entre copains, il y a un truc qui nous manque beaucoup, c'est de regarder des gros navets en buvant de l'alcool et en racontant de la merde. Et on a trouvé en fait qu'on pouvait le faire complètement avec des plugins de navigateur comme
comme Watch Together ou Netflix Party ou plein d'autres, ou même carrément le stream dans Discord. Et on vérifie qu'on est synchronisé et on regarde des navets. C'est une très bonne chose, hein. Moi, je pratique le partage en stream de films d'horreur entre Amsterdam et Paris. C'est très efficace et ça fait chaud au cœur. C'est bien qu'il y ait des plugins ou simplement des sites. Netflix Party, je crois que c'est un plugin ou c'est un site? Je sais plus. C'est un site. Non, Netflix Party, c'est un plugin. Watch Together, c'est un site. Oui, c'est ça. Voilà. Et par exemple, il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvé à regarder à 5 et trop d'alcool un film sur des dragons nazis qui sont, pendant la campagne d'Afrique, contrôlés par un officier sous les ordres de Rommel, et on suit la compagnie de pilotes d'avions de chasse qui va essayer de lutter contre des dragons. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Oh là là. Et est-ce qu'à la fin, on apprend que ce sont les aliens qui ont ramené les pyramides? Eh ben, je suis navré, mais non. J'avais beaucoup d'espoir dans ce genre de choses, mais... Alors, il y a Marvin qui réclame le titre. Je veux bien le titre, ça a l'air sympa ce genre de film. Je le retrouve, un instant. Bon, sinon, c'est pas grave, tu le notes dans un coin et on l'ajoutera sur la page de l'épisode. Ce sera aussi simple. Mais voilà, il y a plein de possibilités, chers amis, pour partager des bons moments entre potes et pouvoir discuter en live, parce que ça aussi, c'est sympa, parce que se dire à 1, 2, 3, on lance la série, c'est un peu relou. Donc, du coup, il y a plein de possibilités, comme Netflix Party, Watch Together ou simplement le stream d'écran, et ensuite bien sûr les jeux de rôle en ligne pour partager une bonne partie. Franchement, je suis très curieuse du jeu de rôle en ligne parce que moi ça fait des années qu'on m'en parle et ça fait des années que je ne me lance pas, donc je pense que j'irai jeter un œil. Ouais, si tu veux découvrir, déjà je te conseille La Bonne Auberge, les premiers épisodes de La Bonne Auberge, où tu y reconnaîtras Julien Méniel ou d'accord. Voilà, par exemple. Okay, je vois. Ou Pélénope Bagieux en joueur. Oh. Voilà. Oh. Ok, tu m'as convaincu. Et le film, c'est P51 Dragon Fighter. Ça a l'air tout un programme. Hein. L'affiche est magnifique. L'affiche, ouais, je dirais pas, mais ça, c'est pas contractuel. C'était de l'ironie. Elle est pas contractuelle. Ils ont pas eu ce budget-là pour modéliser les dragons. Sur cette note, donc, je disais de tavernier, je propose que nous passions au sujet d'Antoine qui va nous parler de Isone et Masotan, ou plus connu sous le nom, pour ma part, de Dragon Pilot. Ouais, ça nous fait quand même une belle transition entre Dragon Fighter et Dragon Pilot, hein, on n'est pas loin. Jusqu'ici, on a pas mal parlé d'œuvres qui étaient faites avec des vrais gens beaux et bien filmés. Pour une partie de nos auditeurs, ça va peut-être manquer un petit peu de coups de crayon, d'aplats de couleurs et d'animateurs qui dorment sous leur bureau. Donc, on va mettre un petit peu le quota d'animation propre à chaque émission avec Isone et Masotan. Alors, Isone et Masotan, c'est deux prénoms. Ne cherchez pas une traduction particulière, et donc ça désigne les deux personnages principaux de la série. Avec d'abord Isone. Isone, c'est une jeune femme qui vient de terminer le lycée, qui sait toujours pas vraiment ce qu'elle va faire de sa vie, et c'est un petit peu normal de ne pas savoir encore ce qu'on va faire de sa vie à la sortie du lycée. Ce qui est moins normal, c'est que, un peu par défaut, elle va s'engager dans la JSDF. Donc la JSDF, c'est l'armée, entre grosses guillemets, japonaise, puisque l'armée, si vous n'êtes pas forcément très calé avec l'histoire du Japon, le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée, à renoncer à son droit de belligérance à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Plutôt, c'est les États-Unis qui les ont un petit peu poussés à renoncer à ce droit. Et donc, Isone, elle vit sa vie tranquillement dans sa petite base militaire. Sauf qu'un jour, on lui demande de se rendre à un certain hangar. Et dans ce hangar, elle va rencontrer Masotan. Et si vous avez suivi un petit peu la blague qu'on a fait au début, Masotan, c'est un dragon. Car oui, il y a un dragon dans un des hangars de sa base. En fait, il y a des dragons au Japon, c'est juste qu'on cache un petit peu l'information au public afin de ne pas forcément attirer la convoitise des voisins. Et de fil en aiguille, c'est l'armée japonaise qui se retrouve avec la difficile tâche de s'occuper des dragons. Et s'occuper des dragons, ça veut aussi dire les faire voler afin qu'ils puissent décharger un petit peu l'immense chaleur que produit leur organisme. Et pour ça, on les cosplay. Littéralement, on les cosplay en avion de chasse et on les fait piloter par une personne, et c'est pour ça qu'on a cette série qui chez nous s'appelle Pilote Dragon. Alors c'est un pitch qui est très très chelou, c'est quand même pas le truc le plus normal que t'auras entendu aujourd'hui, mais derrière ce pitch un petit peu particulier, il y a sans doute mon plus gros coup de cœur d'animation de ces dernières années. J'arrive pas exactement à mettre le doigt sur le pourquoi du comment, je pense qu'il n'y a pas un élément en particulier, ça doit être un ensemble de choses. Dans l'ensemble, c'est une série qui est
extrêmement bienveillante, extrêmement feel-good, et ce malgré les très grosses pointes de mélancolie, parce qu'on a un personnage principal, donc Kisone, qui est une jeune fille qui est extrêmement paumée, qui va interagir avec des collègues qui sont d'autres pilotes dragons, qui sont tout aussi émotionnellement perturbés, mais ça n'empêche pas la série voilà, d'être typiquement le genre de série doudou que tu regardes avec un chocolat chaud enroulé dans un plaid. Le style graphique, il est tout rond, tout doux, les personnages sont très attachants, et même les dragons, si tu crains que ce soit des dragons à la Game of Thrones ou voire des dragons encore plus mythologiques au sens japonais du terme, non, là c'est plutôt des sortes de gros chats. Hein. Les dragons, ils sont très mignons, ils ont des bouilles. Alors généralement, quand on a des séries d'animation à base de un certain nombre de personnages féminins qui forment le casting principal, qui ont une activité commune, t'as un petit peu toute une famille d'animés qui s'ouvre à toi, qui sont des animés soit très fanservice, soit très centrés sur l'activité en question. Là, c'est pas le cas. On n'est pas sur une série où il y a du fanservice, ou alors vraiment très 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 peu. Et on n'est pas non plus sur une série qui vise à promouvoir l'activité en question, parce que bon, déjà, il n'y a pas de dragon dans l'armée japonaise aux dernières nouvelles, et on n'est pas là pour faire de la propagande de l'armée, très clairement. On est même sur une série qui va parler un petit peu de choses qui étaient encore jusqu'ici assez impossibles dans l'armée. C'est plutôt une série qui a un propos derrière, assez développé, qui parle de plusieurs choses, de ce que c'est que d'être une femme au Japon, qui parle de la place des traditions dans le Japon et de la pertinence, de la légitimité de ces traditions aujourd'hui. Donc littéralement un animé entre tradition et modernité. Dans le délire, ça me rappelle davantage une série comme A Place Further Than the Universe, qui est une série où donc 5 jeunes filles décident de partir en Antarctique, mais c'est pas tant l'activité du voyage en elle-même qui est intéressante, c'est vraiment tout ce qui se passe autour, tout ce que ça signifie comme voyage. Donc c'est une série qui est quand même assez courte, elle fait 12 épisodes, elle est terminée. C'est peut-être d'ailleurs son défaut de ne faire que 12 épisodes, elle aurait sans doute mérité un 13e épisode, étant donné que on pourra très facilement considérer, je trouve ça très légitime, que le final est un petit peu serré dans son double épisode final. Mais son vrai problème actuellement, c'est que la disponibilité légale de la série, c'est Netflix et rien d'autre. Ce qui veut donc dire, bon, pour moi, ça veut dire pas de Blu-ray, c'est un crève-cœur, mais ça veut surtout dire des gros problèmes dans la traduction. C'est le genre de série où la version française officielle et les sous-titres français officiels ne racontent pas forcément la même chose. Les sous-titres sont très clairement le plus gros problème. Par chance, la VF est plutôt de qualité, mais bon, c'est vrai que généralement, il y a quand même une bonne défense de la VOST pour les animés japonais. Là, en l'occurrence, les sous-titres, c'est un vrai problème. Et du coup, c'est une série que tu as découvert comment ? Simplement en regardant les news, parce que quand tu vois dans une news apparaître 2 noms de 2 personnalités de cette industrie que tu aimes beaucoup, forcément ça attire ton attention, surtout sur un projet un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Les 2 personnes en question, tu as d'un côté Shinji Higuchi, qui est donc l'initiateur du projet, qui est le directeur exécutif, qui est un gars qui a un peu 2 carrières. Il a d'abord une carrière dans l'animation, où il est scénariste et storyboarder. Il a fait partie de l'équipe de base du studio Gainax, donc forcément pour Evangelion, il était dessus. Il est toujours sur Evangelion d'ailleurs aujourd'hui sur les nouveaux films. Et à côté, il a eu toute une carrière dans le cinéma live action. Notamment, il s'est fait une sacrée réputation dans le milieu du tokusatsu, dans tout ce qui est film de monstres géants, en tant que directeur d'effets spéciaux, notamment sur la trilogie Gamera de Shunsuke Kaneko, et en tant que réalisateur de Shin Godzilla. Donc c'est pas n'importe qui si tu veux, et le voir sur un petit animé comme ça tout mignon, avec des petits dragons tout mignons là aussi, ça m'a fait tout drôle et ça m'avait rendu très curieux. Et l'autre personne centrale du projet, c'est Mari Okada, qui est une scénariste extrêmement prolifique, qui est habituée des productions qui sont là vraiment pour nous faire pleurer, que ce soit sur des œuvres originales comme Anohana, comme Maquia dont elle est aussi réalisatrice, ou comme Kiss Sniper, mais aussi sur des grosses sagas comme Gundam, ou pour laquelle elle a signé Iron Blooded Orphans, qui est une extraordinaire série, ou Lupin-san avec une femme nommée Fujiko Mine. Et là aussi, ça change de la voir sur quelque chose d'aussi feel-good, alors que elle, justement, d'habitude, quand je regarde une de ces séries, je prépare tout de suite le paquet de mouchoirs parce que je sais comment ça va finir. Et du coup, tu disais c'est dispo sur Netflix avec des sous-titres de merde, c'est ça ? Ouais, c'est tout le problème. Dans l'ensemble, on comprend toujours ce qui se passe, mais il y a vraiment des trucs, même sans connaître, tu vois tout de suite qu'il y a un problème. Mais c'est marrant parce que c'est une série, j'ai vu passer des épisodes à la télé quand je suis allée directement au producteur local, c'est-à-dire au Japon. Et du coup, on a vu le truc, on a complètement halluciné parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de cette série avec des filles toutes mignonnes et des dragons qui sont en fait des avions. C'est quand même très bizarre. Et c'est marrant parce que finalement, en fait, c'est une série hyper courte. Je suis assez surprise. C'est le format 12 épisodes, c'est un format très courant aussi dans la production japonaise.
japonaise, c'est pas plus court que la moyenne si tu veux. Moi c'est un format que j'aime beaucoup parce que ça te permet de voir du pays, ça te permet de faire des images, ça te permet de faire des séries qui vont à l'essentiel, qui ne perdent pas de temps à faire du filler ou ce genre de choses. Le problème c'est que parfois c'est aussi des séries qui n'ont pas forcément la possibilité de développer leur plein potentiel. Et là, du coup, il n'y a rien d'annoncé, l'histoire est terminée. Ah, l'histoire, elle est complètement terminée, ça va au bout de ce que ça voulait raconter. Dans l'ensemble, ça se tient parfaitement, c'est vraiment juste le final où je trouve que ça aurait peut-être mérité un épisode en plus parce que ça va peut-être un poil vite, mais dans l'ensemble, les thématiques, elles sont portées jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une série qui est très très aboutie. En plus, là, les gens, vous avez un peu de temps devant vous, donc 12 épisodes. 12 épisodes de personnages mignons et de décors. Alors, ça, j'en ai pas encore trop parlé, mais les décors, ils sont magnifiques. Les plans, quand ils sont dans le ciel avec en dessous les terres qui sont vertes et dans le ciel, vu que c'est le crépuscule, les nuages qui sont roses et ils se baignent dans les nuages qui sont roses, c'est magnifique. Je voulais noter 2 choses sur cet animé. Alors, j'ai fini par... Je terminerai, mais je l'ai pas regardé en entier. Il y a la manière dont elle pilote les dragons est quand même assez bizarre. Il fallait qu'on en parle. Je te laisse expliquer. D'accord. On ne peut pas passer à côté d'un truc pareil. Pour piloter les dragons, elles ont besoin d'un lien télépathique avec le dragon, mais pour ça, il faut que le dragon les mange sans juste les gobe et les revomisse après. En fait, elles pilotent leur dragon. Alors, il n'y a pas particulièrement de lien télépathique, mais c'est surtout que... si, quelque part, il y a un lien spirituel un petit peu entre les deux, mais officiellement, c'est surtout... Elles sont gobées et elles sont dans leur estomac et elles pilotent depuis l'estomac parce que le dragon sent tout de suite où est-ce qu'on le touche et comprend du coup ce qu'on attend de lui. Et du coup, à chaque fois, elles doivent se faire recracher pour ressortir. C'est très particulier comme délire. Et elles doivent le faire dans une combinaison particulière qui résiste au suc digestif. Au suc gastrique du dragon. Mais comment elle voit ? Elle a un casque avec un casque de réalité virtuelle qui reproduit l'environnement à partir des capteurs qui sont sur le dragon. Qui est la personne qui s'est réveillée un matin et qui s'est dit je vais faire une série avec des dragons qui mangent des jeunes filles et en plus elle peut les conduire ensuite. C'est sûrement quelqu'un qui aurait besoin d'une psychanalyse. Il y a un truc très freudien là-dedans. Écoute, il y a des gens qui ont bossé sur Evangelion là-dessus, donc déjà peut-être que c'est un début d'explication. C'est vrai, c'est vrai. Alors on peut parler de France Gall parce que c'est un petit peu le petit truc dont tout le monde parle dès qu'on parle de cet animé. C'est pour ça que je m'étais retenu d'en parler avant la fin. C'est que je sais toujours pas pourquoi, mais le générique de fin de cette série, c'est une reprise du temps de la rentrée de France Gall, mais chanté avec l'accent japonais. Quoi ? Et je sais toujours pas ce que ça fout là, mais je trouve que c'est merveilleux. C'est parfaitement la petite touche de positivité dont tu as besoin à tout moment. Et voilà. Je pense que la réponse, c'est simplement qu'un des créateurs est fan. Alors c'est très possible. Je savais pas que France Gall avait eu une telle carrière au Japon, mais... Est-ce que c'est le même mec qui a pondu l'idée de faire avaler, faire des dragons des petites filles ? Faudra leur demander. Faut aller sur place, faut qu'on aille interviewer les créateurs directement. Et alors on dit, attention, on dit c'est des petites filles. Non, justement, c'est des adultes. Elles ont un design très cartoon qui les rend un peu plus jeunes. Mais pour une fois, justement, c'est pas des lycéennes. Même si, niveau maturité, c'est pas forcément toujours ça. Oui, c'est des jeunes filles, mais elles sont pas... elles ont pas 50 piges, en fait. C'est ça. Elles sont plutôt entre 20 et 30 ans, quoi. Mais elles ont pas des comportements non plus de gamines un peu irritables d'animé, quoi. J'aime bien le un peu irritable. On sent que tu as beaucoup de vécu. Je pense que j'ai beaucoup trop de kilométrage dans les bas-fonds de l'animation japonaise. En tout cas, oui, j'avoue, là, ton résumé, moi j'avais juste vu passer quelques images, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne suis pas déçue. Parce que franchement, ça a l'air assez épique. Et en plus, 12 épisodes sur Netflix, c'est vite fait. Hein. Ça se digère très vite. On est en période de confinement. Hein. Entre 2 parties de jeux de rôle en ligne, c'est bon, c'est parti. Hein. Oui, c'est ça va assez vite. Et puis, pour le coup, c'est vraiment une série où le premier épisode va être parfaitement représentatif de ce que vous allez avoir après en termes d'ambiance, en termes de ton vraiment, et de musique aussi, parce que la musique est cool. Ça c'est cool parce que franchement qu'est-ce que j'aime pas tu sais dès qu'on te parle d'une série et qu'on te dit non mais par contre il faut passer les 4 premières saisons après ça devient vraiment bien. Non mais ça c'est juste relou en fait. C'est un peu l'idée. Non là vraiment le premier épisode, si vous accrochez pas au premier épisode, c'est pas la peine de continuer. Ça ira pas. Le premier épisode est vraiment un des meilleurs en ce qui me concerne, c'est un de mes petits préférés, mais inutile d'aller plus loin si ça vous convainc pas. Moi j'achète, en tout cas j'ai hyper envie d'essayer. Je vais regarder ça immédiatement après notre enregistrement. Ouais, dès la fin de l'enregistrement, pareil, je vais le lancer tout de suite. Sur cette note d'animé complètement psychédélique, j'aurais tendance à dire, je vous propose qu'on retombe sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, puisqu'on va tomber sur plutôt une série biographique
que va nous présenter Célia. Oui. Avec Self-Made Inspired by the Life of C.G. Walker. Madame C.G. Walker, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on vient de parler d'une série courte, mais alors moi, j'ai encore plus court puisque c'est une mini-série. Donc, ce nouveau format qui fait fureur en ce moment, où on a seulement 4 épisodes de 45 minutes environ. Et là, je vais pas vous donner du doudou, du chamallow, etc. Moi, je vais vous donner de la force et de l'espoir. Parce que, qui est Madame C.G. Walker, en fait, c'est la première femme millionnaire des États-Unis en ayant créé son propre business, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu l'argent d'un héritage. Et d'après vous, avec quel produit elle a réussi à devenir millionnaire? Vous pouvez rallumer vos micros. Moi, je sais. Ah oui, mais t'as été voir, du coup. Tu triches. Moi, j'en sais rien, mais j'ai un peu peur que ce soit un truc un peu facile, genre des Tupperware ou un truc très féminin, de la vente à domicile ou des trucs comme ça. Je suis peut-être complètement à côté du sujet, mais C'est féminin, mais c'est pas Tupperware. j'aurais trouvé. Alors moi, je vais rien dire parce que je viens de googler, du coup. J'ai été trop curieux. Ah, t'as triché. Oui. Les tricheurs. Non, en fait, elle a réussi à devenir millionnaire grâce à des produits pour cheveux, parce que, en fait, donc ça se passe au début du XXe siècle, et Sarah Breedlove, de son nom de naissance, est une fille d'esclave noire, parce que donc c'est vraiment juste après la ségrégation, et elle est juste blanchisseuse, en fait. Et elle trime pour quelques centimes, la pauvre, et vu qu'elle n'a pas l'argent ni le temps de s'occuper de ses cheveux, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider contre. Justement, elle va lui faire des soins pour ses cheveux et en échange, elle va s'occuper de son linge. Et c'est comme ça qu'elle va se dire, mais pourquoi moi je pourrais pas vendre aussi ces produits qui sont vraiment miraculeux sur mes cheveux, et que finalement, cette nana-là, elle s'est dit non, mais t'as pas la tête d'une bonne commerciale, tu vas pas vendre mes produits, genre comme si elle n'avait pas le standing, vous voyez. Et du coup, elle s'est dit, tant pis, moi je vais faire mes propres produits et les vendre de mon côté. Et la voilà partie, et finalement elle en a vendu beaucoup plus que l'autre, et alors va y avoir justement dans toute la série cette bataille et cette querelle entre les deux qui, j'ai été me renseigner, a été exagérée pour la série par rapport à la réalité. Voilà. Mais dans cette série, il y a beaucoup de sujets qui sont soulevés, donc comme le racisme, voilà, on sort juste de l'esclavage aux États-Unis, le sexisme, puisque oulala, une femme qui gagne de l'argent et son mari qui bosse pour elle. Oulala, début du XXe siècle. Je vous laisse imaginer. On parle beaucoup justement d'empowerment féminin, parce que elle va se retrouver à être speaker dans des congrès, etc. Et ce truc qui était mal vu, en fait, elle va me foutre des claques à tout le monde, voilà, littéralement. Et s'imposer dans le milieu. Mais on va se retrouver avec des scènes du style où elle va être face à des investisseurs ou des fournisseurs pour d'autres magasins, où elle va vouloir vendre ses produits, et eux ne voudront pas parler avec elle, en fait. Ils voudront parler à son mari qui ne comprend rien au business, mais lui il fait ce qu'elle lui dit, mais il n'a pas créé les produits, etc. Et du coup, voilà, on va retrouver des situations qui vont nous choquer aujourd'hui, mais qui pour l'époque malheureusement étaient plus que banales. Vu qu'elle est en 4 épisodes, cette série elle est hyper dense, parce qu'on retrace vraiment toute sa vie. Alors bon, pas de sa naissance jusqu'à sa mort, mais des prémices justement de la vente des produits de cheveux jusqu'à sa mort, en effet. Donc il y a pas mal de grosses ellipses, et c'est très dense en dialogue, en avancée justement dans chaque épisode. Donc faire autre chose à côté, c'est chaud, vous risquez de louper pas mal de choses. Mais en tout cas, aussi au niveau de la reconstitution, au niveau des costumes et des décors, je sais pas combien ils ont mis dedans, mais l'immersion, elle est vraiment au top. On s'y croirait vraiment, surtout qu'en plus ils sont sur la côte est, et ils changent plusieurs fois de ville, en fait, un peu au niveau en fonction de son évolution aussi, et du coup elle achète après de plus en plus grand, etc., que ce soit ses usines ou même sa maison. Elle déménage beaucoup et tout, donc déjà visuellement il faut s'y retrouver puisque ça va très très vite, mais à chaque fois les décors sont minutieusement hyper bien retranscrits, et on s'y croirait vraiment. Moi je trouve que que Netflix, en tout cas, a toujours une grande force dans tout ce qui est reconstitution d'époque. Je sais pas si c'est toujours exact, mais en tout cas, c'est toujours très joli à regarder. Ah bah oui, ça, ouais, c'est clair. Ça a le mérite d'être un plaisir pour les yeux, en tout cas. Ah oui, complètement. Après, je voulais parler du casting,
King. Du coup, notre Madame T.J. Walker est jouée par Octavia Spencer, qu'on a vu surtout dans les figures de l'ombre. Oui. Et aussi la couleur des sentiments. Et la couleur des sentiments, tout à fait. Dans cette série, en fait, le challenge pour elle, c'était d'arriver à interpréter un personnage sur de nombreuses années et à nous retranscrire en fait cette évolution du personnage. Et franchement, elle fait une prestation magnifique. Et on passe vraiment de la personne toute timide qui a zéro confiance en elle à une femme d'affaires qui est super heureuse et pour qui tout va bien et fait comme si en tout cas tout va bien, même si en off voilà, il se passe des choses pas super cool. Et non, c'est vraiment top. Ensuite, en seconde, on a Tiffany Haddish qui est connue pour avoir fait des séries sitcoms, surtout des films humoristiques. Son mari, du coup, est Blair Underwood, qui est Andrew Garner dans Agent of S.H.I.E.L.D., par exemple. Il a fait plein de second rôles dans le style. La méchante, enfin sa concurrente, on va dire, est jouée par Carmen Ejogo, qu'on retrouve dans Les Animaux Fantastiques et qui joue Séraphine Picri. Ou Serafina, si vous l'avez regardé en anglais. Et il y a mon doudou qui joue alors je crois que c'est le père ou le beau-père, j'avais un doute, parce que bon, moi aussi, à certains moments, je regardais la série en faisant autre chose. Oups, ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Qui est joué par Gareth Morris, qui joue Earl dans Two Broke Girls. Vous savez, le guichetier à l'entrée du restaurant, si vous avez regardé la série, ou sinon je vais me retrouver seule là. Oui, évidemment. Merci Céline. Je me sens moins seule. De rien. Non, mais Two Broke Girls, c'est pareil, c'est très doudou aussi. Earl, c'est le petit mec dans un coin qui va toujours lancer des vannes et des pics et qui va relancer à chaque fois les dialogues dans Two Broke Girls. Et là, le retrouver dans un contexte hyper différent comme celui-là, j'ai crié devant ma télé quand je l'ai vu, et non, ça fait vraiment plaisir de le voir. Et alors comment j'ai découvert la série? Tout simplement, vu qu'elle est sortie le 20 mars dernier, je l'ai eu dans les suggestions de découverte. Voilà. Du coup, c'est le genre de série où tu as envie tout de suite de dire merde à la société et de monter ta propre entreprise. Mais grave, tu te dis, mais si elle a réussi, pourquoi moi je ne réussirais pas? C'est pour ça que je dis que c'est une série qui te redonne de l'espoir, parce que comme le film Joy aussi, un film où joue Jennifer Lawrence, Robert De Niro et Bradley Cooper, où c'est un peu aussi l'histoire d'une nana qui crée sa propre boîte, etc. Moi, ça me donne à chaque fois une patate. Alors, je crois que tout est possible, et là, je relance 36 000 projets, etc. Et après, je suis fatiguée, voilà. Mais en tout cas, non, ça va vraiment vous donner envie, et de croire en vous aussi, voilà, surtout, c'est important. Très important. De garder confiance en soi et de croire en ses projets. C'est un message très positif qui est porté. Effectivement, et voilà pourquoi j'avais envie d'en parler ce soir, parce que on en a besoin de ouf maintenant. Voilà. Et oui. Là, clairement, on a tous besoin de regarder des choses qui sont à la fois baume au cœur, des choses qui sont inspirantes, qui vous donnent envie de continuer, de programmer des choses, de faire des choses. Et ça, c'est très très important, puisque la vie continue, les enfants. Eh oui. Est-ce qu'il y a d'autres chroniqueurs qui ont vu la série ou pas? Non, du tout. Moi, je l'ai pas vu non plus. Vous n'avez pas suivi les recommandations Netflix? Mes recommandations Netflix sont différentes. Les miennes aussi. Moi, mes recommandations Netflix, elles se sont rappelées que je me suis fait tout le studio Miyazaki, et pour moi, Netflix, c'est pur japonais en ce moment. Pareil. Mais est-ce que vous allez la regarder, du coup? Est-ce que je vous ai donné envie ou pas? Ouais, ça donne envie. En plus, surtout que j'adore l'actrice. Franchement, je pense que je vais me mettre. Octavia Spencer. Elle est trop forte. Elle est top. Hein. Est-ce que tu vois c'est Girl Boss, je crois, la série qui était sur Netflix aussi, sur la nana qui avait créé un site de vente de fringues vintage qui est devenu derrière un énorme empire de la fringue, et qui avait commencé toute seule aussi pour devenir à la fin. Oui, c'était avec la nana qui joue dans Tomorrowland. Oui. J'imagine, moi je connaissais pas du tout cette série, donc là je suis en train de googler en même temps, et je vais peut-être m'y mettre, donc... C'est une série qui a pas eu trop de chance, parce qu'il y a eu une saison 1 et ça a été annulé ensuite. Ouais, c'est ce que je vois, 13 épisodes seulement, en effet, dommage. Et est-ce que la série Girl Boss adapte un fait réel, ou est-ce que c'est une création? Non, pour le coup, c'est basé sur l'autobiographie de la nana donc, qui a créé cette marque de vêtements dont le nom m'échappe. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait l'idée c'est
que c'est une femme qui a lancé son site internet. Donc c'est Nastigal. Voilà, j'ai retrouvé le truc. Et donc c'est la créatrice de cette marque Nastigal qui avait écrit son autobiographie, et c'est l'autobiographie qui a été portée à la télé par Netflix en faisant Girl Boss. D'accord, ok. Et du coup, dans la saison 1, j'imagine qu'ils avaient commencé à mettre en place des choses, mais ils ont peut-être pas réussi à aller non. au-delà de... Non, clairement. Donc là, ils ont limite bien fait de faire une mini-série qui adapte la vie de cette Madame Walker. Il y a peut-être... Ouais, pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plutôt partis sur un tout petit format comme ça, hyper qualitatif, plutôt que de partir sur une série un peu plus au long cours, et qui du coup a pas fonctionné, parce que c'est sûr que c'est... Il y avait 13 épisodes sur Girl Boss, donc 13 épisodes sur une nana qui vend des fringues sur eBay. Oui, je comprends. Voilà. C'est un format qui n'est pas hyper pertinent pour certains sujets. Ouais. Moi, par exemple, je viens de ressortir de la série Mad Men cette saison, avec 20 épisodes, enfin non, pas 20 épisodes, 13 ou 14 épisodes à chaque fois. C'est vrai que c'est quand même endurant de regarder une série aussi longue. Donc du coup, il y a des sujets qui s'y prêtent mieux que d'autres au format long. Ouais, je pense aussi. Après, moi, vu la durée sur laquelle, durée réelle, hein, sur laquelle elle se trouve, moi j'aurais plus vu 8 épisodes, et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'à la base c'était prévu sur 8 épisodes, et j'ai pas trouvé pourquoi ils ont réduit à 4. Mais c'est vrai que c'est tellement dense que j'aurais préféré 8, le double certes, mais pour se poser un peu plus et apprendre vraiment des trucs de l'époque, quoi, qu'on pensait pas aujourd'hui, même en termes de business et tout, ça m'intéressait beaucoup. Et c'était pas un documentaire non plus, donc... Oui, parce que ça se passe, c'est quoi? C'est tout début 20e siècle? C'est ça, tout à fait. D'accord. Bon, sur cette note très inspirante, je vous propose que nous fassions une petite pause musicale, et pas n'importe laquelle, puisque celle-ci a été choisie par Marvin, notre ambassadeur du bon son. En attendant, n'hésitez pas à réagir à l'épisode. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur le site de radiokawa.com sous l'épisode, ou nous écrire sur Twitter à @allocentral avec un Et pour continuer cette émission dans de bonnes ondes, je vous laisse profiter en musique avec Dragon Ball Durag de Thundercat, tiré de l'album It Is What It Is, sorti en 2020. À tout de suite. I feel kind of high, standing next to you, baby girl. How do I look in my do-rag? Would you tell me the truth? Stay with me and love me through the night, endlessly. I'ma keep on all my chains when I'm making love to you. Hold me close and let me squeeze you tight through the night. But baby girl, how do I look in my do-rag? Would you tell me the truth? Do you like my do-whip? Watch me go zoom, zoom. Baby girl, how do I look in my do-rag? Would you tie the trees? Stay with me and love me through the night, endlessly. I just wanna know how you feel. Tell me, am I doing it right? I may be covered in cat hair, but I still smell good. Baby, let me know, how do I look in my do-rag? Don't lie to me, let me rock you all night long. I'm trying to impress you, girl. Let me know, how do I look in my do-rag? I'm trying to get intimate. Let me love you like you've never been before, baby.
Vous êtes en train d'écouter Allo Central. De retour dans ce 112e épisode d'Allo Central dédié au réconfort. J'espère que cette petite pause musicale vous a mis en bonne condition, car nous retournons tout de suite dans notre tour de table avec Marvin, qui va nous parler justement du dernier album de Thundercat. Alors Thundercat, tout d'abord je vais essayer de décrire un tout petit peu ce que vous pouvez voir en regardant du coup le clip Dragon Ball Drag de Thundercat. En gros, c'est l'histoire de Thundercat qui est tranquillement dans son jardin, qui arrose du coup sa pelouse. Il se promène dans la rue à un moment et il trouve un Durag. Donc pour ceux qui savent pas, un Durag c'est une sorte de petit tissu que l'on peut mettre sur les cheveux pour les protéger tout simplement. Et il y a des Dragon Ball dessus. Et lorsqu'il ramasse cette pièce, il se sent plus. Il veut aller choper toutes les meufs, mais ça ne marche pas. Ou alors très lamentablement, jusqu'à la fin. Il va jusqu'à twerker pour essayer de pécho quelqu'un, donc c'est pas terrible. Mais ça vous donne un peu une idée du personnage en fait. Revenons du coup à lui, qui s'appelle en réalité Stefan Burner. Et j'aime ce mec pour tout simplement le fait que c'est un bassiste en fait exceptionnel, avec un giga côté weeb en fait. Si par exemple on le suit un peu sur Twitter, il parle toujours de Cowboy Bebop, de Naruto, d'Evangelion, enfin même lorsqu'on regarde ses soirées Instagram, on le voit au Japon avec des avec des vêtements d'Eva 01. Bref, cet homme en fait, il est comme je le disais un bassiste exceptionnel et on peut l'entendre notamment du coup dans Dragon Ball Durag parce que il est très sur un côté funk, soul, jazz avec un peu d'électro, enfin d'électronica plus précisément. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes, notamment Kendrick Lamar, Kamasi Washington, NERD ou Nerd et le regretté Mac Miller. Il a sorti 4 albums, dont notamment, il me semble que le plus connu c'est Drunk. Et du coup aujourd'hui on va parler de It Is What It Is. En fait cet album il m'a pas déçu du tout, notamment parce qu'en fait il a fait beaucoup de previews avant, donc notamment avec la musique qu'on vous a fait écouter il y a quelques secondes. Et c'était déjà excellent. Il me semble que le clip est sorti il y a peut-être un petit mois maintenant. Mais il y a aussi la musique Black Quells qui est pas mal, ou Fair Chance. Surtout qu'en fait, lorsqu'on écoute l'album dans son intégralité, on a des featuring avec par exemple Steve Lacy qui est le guitariste de The Internet, notamment qui a une carrière solo. Childish Gambino qu'on ne présentera plus, instrumentiste, acteur, chanteur, rappeur, enfin bref, il sait tout faire cet homme. Et par exemple Ty Dolla $ign qui notamment refrainman du coup qui vient faire tous les refrains de tout le monde mais ne sort jamais d'album. Donc la majorité C'est une belle des description de Ty Dolla $ign, c'est exactement ça. voilà. D'ailleurs tu fais des albums assez mauvais je trouve personnellement. Et en dernier on a Louis Cole que je ne connaissais pas jusqu'à écouter cet album et qui fait des morceaux ultra cool, un peu synthwave et tout. Donc vraiment on sent qu'il y a une cohérence dans ce qu'il fait et avec les gens avec qui il travaille. Pour revenir avec l'album, on sent qu'il y a vraiment une bonne progression du coup dans les accords de manière générale. Et c'est ce qui m'a fait tout de suite accrocher à l'album. Les solos, ils sont tout simplement incroyables. Et lorsque Thundercat chante, il essaye d'aller en fait dans les parties un peu très dans les aigus, un peu falsetto en fait. C'est-à-dire qu'il essaye de prendre une voix de tête aiguë. Il y a notamment un très bon exemple qui est la track I Love Louis Cole, qui ressemble du coup énormément à une track de jeu typiquement un Sonic Adventure 2 Battle pour ceux qui ont la référence. Et c'est très perturbant mais ça marche extrêmement bien, c'est très entraînant et j'adore. Pour vous donner quelques tracks du coup en plus que vous pouvez écouter, il y a aussi Houseway qui est particulier. En fait c'est une track où il y a quasiment pas de lyrics. Il arrive, il prend sa basse, il doit y avoir genre peut-être un hi-hat et c'est tout. Et lui, il commence à démarrer, mais un solo de basse, mais de l'enfer. C'est magnifique, c'est magnifique. Je me pose avec un petit brandy, tranquillement, devant ma cheminée, et j'écoute ça et je kiffe ma vie. Bon, petit bémol que j'apporterai malheureusement à l'album, c'est que je le trouve assez mal mixé, en fait. Et il est un peu inégal. Bah, surtout, par exemple, lorsqu'on s'attend à avoir, justement, vu que c'est un bassiste d'exception, on s'attend à justement avoir la basse qui est très mise en avant et c'est pas toujours le cas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais parfois mes oreilles pleurent. Mais autrement, passer ce moment-là, c'est vraiment un moment extrêmement agréable. Il devait se produire du coup le 15 avril à l'Élysée-Montmartre. Malheureusement, étant donné la période actuelle, malheureusement ce ne sera pas le cas. Du coup, son concert a été reporté au 10 octobre. Pourquoi il se passe quoi là en ce moment Je sais pas du tout, c'est bizarre, je vois personne dehors, je comprends pas, mais bon, après. Pardon. Donc voilà. Ce sera tout pour Thundercat. Et est-ce que tous ces clips sont comme ça? Alors ils sont tous bizarres. J'ai pas le titre en tête, mais alors attendez 2 secondes.
Je me souviens d'un clip où il se balade avec sa copine et d'un coup il y a des lasers qui sortent de nulle part, il y a des créatures cheloues qui viennent le voir, après il part, il rigole. Ou alors il y a un autre clip très très connu qui s'appelle Them Change. Du coup il est habillé en samouraï et il se bat contre un autre samouraï, il lui coupe les bras et du coup le mec reste par terre en sang. Pendant 4 minutes 30. Ouais, non, mais laisse tomber, pendant tout le reste du clip, il est par terre en sang, sauf qu'en fait, ce clip, par exemple, a une suite qui est, du coup, Show You the Way, qui est du coup ce même mec qui s'est fait couper les bras, qui du coup arrive pas à gérer avec sa famille, et du coup, il va dans un centre pour essayer de se réaccepter lui-même sans bras. Et ça n'a absolument mais aucun sens. Mais derrière ça, C'est lui qui a écrit Dragon Pilot, non? peut-être. Peut-être. Ne serait-ce que, par exemple, si vous écoutez un minimum les paroles de Dragon Ball Direct, vous comprendrez que le mec, il est chelou de base, en fait, aussi. Typiquement, ça fait ouais, je te pécho, super, je te pécho, t'inquiète pas, je te forcerai pas à jouer aux jeux vidéo avec moi, je te forcerai pas à jouer à Diablo avec moi, je veux juste qu'on se pécho, c'est tout. C'est des délires ultra bizarres, mais bizarrement avec lui, j'arrive à faire abstraction des paroles et juste en fait kiffer cette technique à la basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de la basse en fait, et du coup, j'ai recommencé à en faire pendant cette période, et c'est pour ça que j'écoute énormément de Thundercat, parce que ça me permet aussi de me motiver finalement. Comme par exemple si j'écoutais un Jaco Pistorius ou des choses comme ça, ou un Wooten. Ouais, donc du coup, c'est un album avec double bénéfice, c'est-à-dire non seulement tu prends plaisir à écouter, et en plus ça te donne de la motivation à reprendre la musique. Exactement, exactement. Et il n'y a pas mieux que lui en ce moment pour comment dire, m'alimenter, tu vois. Je suis très curieux d'écouter cet album. Enfin, je l'ai un peu. En plus, je l'ai vu passer dans mes recos Spotify. J'ai une amie qui m'en a parlé. Je me dis, ah oui, il faut que je l'écoute. Moi, j'avais écouté l'album Drunk, mais j'avais surtout. J'étais tombé fou amoureux de sa chanson Friendzone. Elle est vraiment sympa, elle est très très catchy. Ouais. Mais je m'étais dit, ouais, il a sorti un nouvel album, il faut que je l'écoute aussi. Et ça me donne l'occasion de me rappeler une nouvelle fois qu'il faut que j'y jette une oreille. Par exemple, dans l'album Drunk, et après je vais laisser parler du coup Isniel, il y a Fan's Mail qui est très cool. Lava Lamp, Show You the Way qui est déjà du coup dans le premier. Il y a Walk On By avec Kendrick Lamar qui est très cool. Tokyo qui est très bizarre, mais il faut voir le clip parce qu'en fait c'est Thundercat qui se balade dans Tokyo et qui fait un peu ce qu'il veut. Them Change, comme j'ai dit, Friendzone qui est cool, et du coup 3AM que j'aime bien aussi. D'accord. Donc vraiment, je n'avais pas grand chose à acheter. Oui, moi j'avais une question. Tu as cité Pastorius et Wooten à la basse pour le comparer. Il est à leur niveau? Moi, je ne considère pas qu'il est à leur niveau, mais disons que lui, pareil, essaie d'avoir ce genre de référence. Mais en fait, faut voir ses performances live pour comprendre pourquoi je le mets pas à la même échelle, mais je le mets un peu en dessous. Genre, il essaye de les rejoindre. D'accord. Parce que le mec, je comprends pas sa technique à la basse, en fait. C'est assez impressionnant. Des fois, je regarde juste ses doigts et je me dis, est-ce que cet homme est humain, en fait, ou pas? Parce que il fait du tapping, en même temps, il arrive des fois à faire la mélodie et sa partie de basse en même temps, ce que mon cerveau n'arrive toujours pas à comprendre. Enfin, je mettrais vraiment pas au même niveau, mais je trouve qu'il est très bon. Ok, parce que ça m'intrigue. J'ai peut-être exagéré. Et c'était un artiste que tu avais découvert en recommandation musicale comme ça, ou que tu connaissais depuis longtemps? Alors, je l'ai découvert parce qu'il travaillait avec Mac Miller, du coup, sur beaucoup de parties, et Kendrick Lamar sur l'album Pimp to a Butterfly, si je me souviens bien. Principalement sur ces deux trucs-là, et je me suis dit, mais attends, c'est qui ce mec? Les lignes de basse, elles sont trop bien. C'est via les featuring que tu l'as découvert? C'est ça, et après je suis allé voir ce qu'il faisait, et en fait je me suis dit, mais il est trop fort cet homme, il est trop fort, pourquoi il fait pas d'album solo? Je découvre qu'il a des albums solo, et Est-ce qu'il y a des vidéos de ses performances live sur internet ou pas? bien sûr. Alors vous pouvez aller voir, du coup, il a un Tiny Desk chez NPR, pour ceux qui connaissent pas. Du coup, c'est un endroit où du coup NPR, en fait, c'est une radio publique, c'est une radio publique américaine, et ils reçoivent des gens, du coup, pour jouer du coup dans leurs locaux, dans un espace assez exigu. Et du coup, vous pouvez le voir jouer en live là-dessus. Il a joué chez Jimmy Kimmel il y a un mois, notamment. Pitchfork, pardon. Il y a une interview de lui aussi où il joue un peu, qui date d'il y a une semaine, donc le jour de la sortie de son album, pour ne citer que ça. Ok. Donc comme ça, Sly, tu pourras aller constater de la qualité de jeu du garçon.
suis en train de le mettre dans les playlists à écouter. En tout cas, c'est un son qui est, je trouve, quand même assez cool et c'est un son qui est chaud. Pas dans le sens chaud, tu vois. Il y a quelque chose qui est très estival, ouais, qui est plutôt le bienvenu en ce moment, je trouve. Ça détend. Exactement. Et je vous propose qu'on continue de se détendre, toujours en musique, avec le sujet de Vincent qui va nous parler de Gabor Szabo. Ouais, alors lui, son instrument fétiche, c'est pas la basse, mais plutôt la guitare. Alors déjà, à la base, pour revenir un peu à la genèse de mon choix, j'hésitais entre deux possibilités pour mon œuf doudou. Pendant cette période de confinement, deux qui n'ont rien à voir. Alors j'ai failli quand même me lancer sur une analyse du potentiel réconfortant de High School Musical, parce que je l'avais vu au début du confinement, et en fait, je me suis dit que bon, je n'ai pas continué à régresser intellectuellement, même si j'adore ce film. Voilà, je me suis dit... Ouais, c'est ce que j'ai demandé de préciser, c'était High School Musical le film, High School Musical la série, High School Musical la comédie musicale, High School Musical la comédie musicale la série. Ah, il y a une comédie musicale genre sur scène de... Attends, mais il y a un High School Musical Cinematic Universe qui... Ouais, c'est ça. Oui. Impressionnant. C'est-à-dire que c'est la blague, ils en sont arrivés à ce point de méta de faire High School Musical, la comédie musicale, la série pour Disney+. Putain. Ça, j'ai envie de le regarder, hein, par contre. J'avoue que désolé. ça a l'air nul, mais quand même... Écoutez, on est en confinement, il faut pas juger. Du coup, tu as opté pour le choix le plus intellectuel. C'est ça, ouais, je me suis dit, non, mais je vais quand même pas... partir sur la comédie musicale et en parler pendant 10 minutes, c'est quand même un peu abusé. Non, mais du coup, je me suis dit, je passais de ça à un album quand même beaucoup plus pointu, donc il n'y a pas trop de cohérence à aller chercher là-dedans, mais en tout cas, voilà. En gros, au démarrage, je me souviens que j'ai découvert cet album, c'était dans mes recos Spotify, c'était la première semaine de confinement, j'étais déprimé, j'étais pas bien, j'étais super angoissé, et en plus j'avais une tonne de boulot qui s'ajoutait à tout ça, et en gros j'ai lancé une radio Spotify en même temps que je travaillais, ce que je fais régulièrement, enfin voilà. Et j'ai des recos qui arrivent au fil des écoutes, et d'un coup en fait j'ai reconnu une mélodie familière, enfin c'était ma chanson préférée des Beatles, c'est Dear Prudence, pour ceux qui aiment les Beatles, c'est quand même, elle est relativement connue, elle est sur le White Album, elle est plutôt chouette, enfin voilà, elle est assez connue justement pour son côté très planant, assez apaisant, etc. Et en fait là c'était une reprise acoustique, donc un peu plus version guitare ensoleillée, rassurante, avec un côté très chill, très californien, et je me suis renseigné du coup sur l'artiste, et il s'agissait de Gabor Szabo. C'est un artiste en fait que je connaissais déjà pour sa chanson San Francisco Nights, que je vous invite d'ailleurs aussi à découvrir. Elle est très chouette cette chanson. C'est une chanson, enfin une véritable ode à San Francisco, avec un petit monologue de quelques secondes au début qui invite tout le monde à aller dans cette ville et à la découvrir. C'est vraiment cool. Et du coup, j'ai fini par lancer l'album où se trouvait cette reprise très californienne de Dear Prudence. Et en fait, depuis, on va dire, voilà, je disais que j'avais découvert l'album au début du confinement pour la première semaine, et en fait depuis il m'accompagne quasiment tous les jours. L'album il est quasiment uniquement composé de reprises titres connus des années 60, avec une majorité de reprises des Beatles. Enfin, j'adore les Beatles, donc c'était forcément un album qui allait beaucoup me plaire. Dans cet album il y a I've Just Seen a Face, In My Life, You Won't See Me et Dear Prudence, comme j'en parlais tout à l'heure, qui sont tous repris en mode guitare, un peu jazzy, avec des petits accents psychédéliques. Et il y a aussi au passage une ou deux chansons de Johnny Mitchell qui s'ajoutent au tableau. En fait, ce que je disais, Gabor, il ajoute à toutes ces chansons une guitare très douce que Morgane m'a dit tout à l'heure, a qualifié tout à l'heure à juste titre de reposante, avec des arrangements très jazz et années 60. C'est l'album, j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, qui s'appelle 1969, a justement été composé en 1969. Quelle grande surprise. Et comme je disais, on y retrouve beaucoup de guitare, mais aussi énormément de basse, du sitar, même de l'orgue. En gros, pour les fans des Beatles et tous les amoureux de la pop psyché de la fin des années 60, c'est vraiment une véritable pépite, quoi. On retrouve vraiment tout le son très caractéristique de cette époque condensé en un album. Alors bizarrement, j'ai pas trouvé grand chose sur cet artiste, si ce n'est qu'il était passionné de jazz, et il est mort assez jeune. Il est mort à 45 ans. Il est né à Budapest en 1936 et il a fui la Hongrie à 20 ans suite à la révolution hongroise, en emportant avec lui que sa guitare. Sa famille s'est exilée en Californie, à San Bernardino, d'où justement les sonorités très, voilà ce que je disais, hein, très inspirées par la West Coast, on va dire. Et il s'inspire justement de tous les courants musicaux de cette région, avec un style entre jazz, rock et un peu musique indienne. J'ai vu un extrait où il parlait du fait qu'il était
ouvertement inspiré par Jimi Hendrix, Eric Clapton et notamment George Harrison, avec qui il partage le même engouement pour le mysticisme indien. Donc ça se ressent beaucoup dans sa musique et son œuvre. L'album, il est très cohérent, il fait un peu voyager jusqu'en Californie, jusqu'à la fin des années 60, c'est doux, c'est planant, ça aide un peu à faire oublier le confinement, ce qui est pas plus mal. Si vous fermez les yeux, vous pourrez vous imaginer faire du roller au soleil à Venice Beach, je sais pas trop, ou à San Francisco, ou juste dehors d'ailleurs, loin de votre domicile, vous êtes confiné depuis de longues semaines, enfin moi en tout cas ça a plutôt marché. En tout cas c'est un album qui m'aide un peu à sauver ma santé mentale et que je pense emporter un peu partout avec moi, même une fois que tout ce bordel sera terminé. Moi, je sais que l'album, en fait, à la base, j'ai voulu juste écouter le morceau que tu avais choisi quand tu m'en as parlé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai écouté l'album et plus très très facilement parce qu'en fait, les morceaux s'enchaînent parfaitement. Et ça m'a donné envie, en effet, de réécouter plein de groupes de l'époque. Et j'ai eu une folle envie de réécouter The Doors. Ah oui, bah oui. Ils aimaient bien expérimenter aussi avec des instruments pas forcément, évidents, en tout cas dans le rock. Et là, c'est ça, c'est les Beatles qui ont rencontré The Doors en termes de sonorité. Ça se mange sans fin, comme on dit. Tu te laisses complètement porter par le truc et ça fait vraiment du bien. Et en plus, la chanson que tu m'avais envoyée, Dear Prudence, c'est une très belle chanson. Bon, qu'on ne présente plus, hein, puisque c'est quand même un incontournable. Elle met vraiment du baume au cœur, donc il faut vraiment écouter cette chanson et tout l'album si vous avez la curiosité de le faire, parce que c'est très très beau. C'est ça, ce que je trouve vraiment cool, c'est que on va dire que c'est pas juste des petites reprises. Voilà, on sent que c'est un mec qui est fan des Beatles, qui s'approprie les morceaux un peu à sa manière et sans prétention ou quoi, c'est que je trouve assez intéressant. T'as vraiment la sensation que le mec, ça lui faisait plaisir de reprendre le morceau et ça coule de source en fait. Tu te poses pas la question où le mec a voulu faire des effets de dingue et ça passe vraiment, mais comme une lettre à la poste. C'est plus complexe qu'on le pense, parce que c'est vrai qu'effectivement l'album, ça s'écoute tout seul et puis effectivement chaque morceau glisse l'un après l'autre. Mais il y a quand même quelques passages, justement, il y a des expérimentations. Enfin, à la base, le mec est à ce que j'ai lu, assez... J'ai pas écouté tous ses albums encore, j'en ai écouté 2 ou 3, mais apparemment, le type est quand même assez calé en jazz. Enfin, il fait de la guitare jazz, donc c'est pas non plus jazz comme on peut l'entendre. Avec, tu sens qu'il y a cette part d'expérimentation aussi qui est assez chouette. Et j'ai lu un papier qui disait que Gabor Szabo avait utilisé le sitar avant que les Beatles utilisent le sitar dans leur musique. Et ça, c'est assez marrant parce qu'on sait que voilà, les années 60, ça a été vraiment la décennie où il y a eu énormément d'expérimentation musicale, notamment avec l'influence du psychédélisme, de la méditation transcendantale, etc. Et tout ce qui est arrivé après en termes de l'utilisation de la sitar chez pas mal de groupes, notamment les Beatles et par George Harrison. Et ça a été un peu apparemment le précurseur de tout ça. Et c'est drôle de se dire que potentiellement, il a été influencé par les Beatles, mais peut-être qu'il les a un peu influencés à sa manière. On sait pas trop. Enfin, en tout cas... Qui est la poule, qui est l'œuf. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, c'est une belle découverte. Moi, j'aime bien découvrir des vieux albums comme ça où tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas découvert cet album plus tôt? C'est un peu l'effet que ça fait avec ce genre de découverte-là. Et du coup, je vous propose qu'on passe à un sujet radicalement différent, puisque c'est un sujet un peu plus d'actualité, puisque la dame, elle, pour le coup, est bien vivante. Donc, le sujet de Céline avec Elisa Schlesinger. Alors moi, quand je me suis posé la question des choses que j'aimais bien en période de confinement, je pense que comme pas mal de gens, moi, ça me crée pas mal de choses de type déprimante. Et quoi de mieux pour combattre la déprime que de se marrer un bon coup? Typiquement, moi, je consomme beaucoup de stand-up. Alors en France, quand on pense au stand-up, on pense à Jamel Debbouze, à Gad Elmaleh, à des grands noms comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stand-up, ça existe depuis la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc, c'est un art que les Américains maîtrisent depuis très, très, très longtemps. Et du coup, il y a énormément de noms, évidemment, là-bas. Moi, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, donc qui s'appelle Elisa Schlesinger, qui est une blonde américaine pure souche, vraiment l'archétype même de la blonde américaine. Et en fait, moi, je l'ai connue via Netflix, puisqu'elle a pas moins de 4 spectacles qu'on peut regarder déjà maintenant sur Netflix à tout moment du jour, de la nuit, quand vous voulez. L'avantage du stand-up, c'est que ce sont des formats relativement courts. Un spectacle de stand-up, ça dure grosso modo 1 heure. Et avec Elisa, normalement, c'est 1 heure d'abdos, tellement vous allez vous marrer. En tout cas, moi, ça me fait vraiment cet effet-là. Sur les 4 spectacles qui sont disponibles en ce moment sur Netflix, ont été enregistrés en 2015, 2016, 2018 et 2019. Elle dépeint un petit peu sa vie, elle
croque un petit peu les instincts féminins actuels des nanas de sa génération. D'ailleurs, un de ses spectacles s'appelle Elder Millennials, où elle explique qu'elle fait partie d'une catégorie de millennials qui sont un peu à la limite de cette génération-là. Et donc, elle estime que toutes les personnes qui sont nées au début des années 80, dont je fais aussi partie, ce qui fait aussi peut-être qui est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment beaucoup cette nana-là, c'est de dire que on est des millennials, mais avec une version peut-être un peu plus sage, un peu plus posée, parce que nous, on a passé des choses. Déjà, on a un petit peu plus de vécu. Moi, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle joue en fait avec tout son corps, avec l'espace vraiment, et elle joue beaucoup avec sa voix. Dans le stand-up, déjà de base, on est quand même très très loin du conciliabule, mais avec elle, c'est vraiment très sonore. Elle joue beaucoup avec sa voix, elle fait des effets, elle fait des accentuations pour se moquer de ses contemporaines surtout. Elle a des petits personnages aussi qu'elle crée. Par exemple, il y en a deux qui me viennent. Il y en a un qui s'appelle le Party Goblin. Et en fait, c'est l'espèce de petit monstre qui apparaît quand tu es en soirée, en boîte, que tu commences à picoler et que d'un coup, tu te transformes parce que le petit gobelin de la fête est arrivé sur ton épaule et te dit « Mais si, vas-y, bois-le, ce 15e cocktail, ça peut pas te faire de mal. Au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas vomir, c'est pas grave, on s'en fout, la vie est courte, ouais !» En fait, ce démon, il s'incarne dans un verre de shot, quoi. C'est ça. J'aime bien ce démon. J'aime bien, il a l'air cool. Et il y en a un autre où, dans un autre spectacle où elle parle du dragon que deviennent les filles une fois que le mec avec qui elles ont passé la nuit est parti de chez elles. C'est l'idée de dire tous les efforts qu'une femme met dans son apparence et dans sa façon de se comporter de façon à trouver un partenaire d'accouplement, pour dire les choses assez simplement. À la seconde où le mec a passé la porte, elle se transforme en dragon et relâche tout ce qu'elle a essayé de retenir pendant toute la période du rendez-vous, la nuit, etc. Elle cache rien, elle est très brute. En fait, elle a un côté un peu... Nous, en France, on dirait peut-être elle a un côté un peu poissonnière. C'est-à-dire qu'elle va vraiment dire... elle a envie de dire fuck, elle a envie de parler de caca, elle le fait. Enfin voilà, c'est vraiment hyper drôle. À chaque fois, c'est des spectacles qui durent à peu près 1 heure et elle ne s'arrête pas. C'est du non-stop. Elle a 4 spectacles actuellement sur Netflix et pendant le confinement, ils ont lancé le Iliza Schlesinger Sketch Show, qui est en fait un cumul de parodies qui sont pour le coup très très courtes. C'est des parodies qui durent 2-3 minutes. Et donc les épisodes font 20 minutes. Donc il y a à chaque fois à peu près une dizaine de parodies. Et là, pour le coup, ça tape absolument sur tout. Il y a dans le premier épisode, par exemple, il y a une fausse bande-annonce de A Star is Born, donc, sauf que évidemment c'est pas A Star is Born, mais c'est exactement le même principe. Le tout premier sketch, moi, m'a fait vraiment beaucoup rire. Ils ont appelé ça Female Jackass, sauf que donc forcément, comme on parle de femmes, donc ce ne sont pas des cascades physiques, mais des cascades mentales. Et donc, en fait, les filles, elles vont se faire souffrir à l'intérieur. Et donc, par exemple, la première cascade, c'est le personnage incarné par Iliza qui doit aller frapper chez son ex pour lui dire « Ta nouvelle copine, elle est vachement plus jolie que moi et ça me fait trop souffrir !» Et donc après, elle va voir ses copines qui lui font « Ouais, c'était une super cascade, incroyable !» Et alors que l'autre à côté est en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'évidemment, ça lui brise encore plus le cœur. Donc c'est de l'humour. C'est très particulier. Il y a beaucoup de 27e degré, là, très clairement. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup fait marrer. C'est pas regarder si t'es déjà un peu au fond, quand même. Alors, pas ceux-là, plus les stand-up. Si t'es au fond, tu regardes les stand-up et tu te marres un bon coup. Là, il y a plus de degrés de lecture, mais c'est pas mal parce que je trouve qu'il y a vraiment les deux côtés. Et pour ceux qui ont regardé des films Netflix récemment, il y a le film avec Mark Wahlberg, Spencer Confidential, et en fait, c'est la fille qui joue l'ex du personnage incarné par Mark Wahlberg. J'ai regardé, du coup, en voulant me renseigner pour l'épisode, 10 minutes, un quart d'heure de spectacle. Alors, je suis très nulle en anglais, mais elle m'a quand même fait pleurer de rire parce que, en fait, elle est très expressive. Comme tu le disais, et elle joue beaucoup avec sa voix. Et grâce à ça, en fait, j'ai compris son sketch parce que, du coup, elle parle très vite. Alors, quand t'es un peu nul en anglais, c'est chaud. Donc, je suis contente que ce soit sur Netflix pour que je puisse avoir des sous-titres. Ouais, pour le coup, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. En 1 heure, tu sors de là, t'es un peu rincé, quoi. Mais c'est ça. Et là, elle faisait un sketch parce que c'est une très belle femme. Elle s'est mariée il y a pas longtemps. Et du coup, elle parlait du ressenti des autres femmes, en fait, sur
mais comment t'as fait, meuf? Où en gros, toutes les femmes se transforment en espèces de vieilles qui parlent un peu comme ça. Mais comment t'as fait? Avec une voix horrible. Comme tu disais, ça devient des espèces de petits démons, de petits diables horribles. Et son visage se déforme et tu vois le personnage de la commère qui veut savoir quel est le secret. Ouais, pour réussir à garder un mec, ouais. C'est ça. Son dernier spectacle, le sujet de base, donc son dernier spectacle s'appelle Unveiled. Et donc le sujet, c'est un petit peu coucou, je me suis mariée, alors voilà ce que ça a changé dans ma vie. Elle fait tout un passage sur la jarretière. Pour peu que tu te sois mariée, t'es obligé de rire. Parce que vraiment, le rite initiatique de la jarretière, je pensais pas que, déjà, je savais même pas que ça existait aux États-Unis. Je pensais que c'était un truc quand même très, très franco-français et un peu limite. Mais donc, visiblement, ça existe aux États-Unis aussi. Et elle en fait un sketch, mais qui est juste incroyable. Et c'est vraiment, vraiment très, très drôle. C'est marrant parce que quand on préparait l'épisode, tu m'avais dit ouais, je vais parler d'une blonde qui fait du stand-up sur Netflix. Et franchement, j'ai épluché tout le catalogue Netflix pour essayer de retrouver une blonde. Excusez-moi pour le gros mot, mais putain, il y a plein de blondes américaines sur Netflix. Donc du coup, c'était très compliqué. Mais franchement, quand t'as lâché le nom, je suis allée voir et je regrette pas du tout parce que je pense que ça va nous dérider un petit peu prochainement si vous êtes curieux pour regarder parce que ça a l'air vraiment très très bien. C'est très rock'n'roll. Faut essayer de les regarder dans l'ordre parce que pour le coup, on voit vraiment il y a des passages un peu. Des fois, il y a des références d'un spectacle sur le précédent. Et puis, typiquement, Unveiled, qui est le dernier, elle parle de son mariage, et dans le précédent, elle parlait de ses fiançailles. Donc, il y a une espèce de continuité. Faut essayer de les regarder dans l'ordre, dans l'idéal. D'accord. Et du coup, toi, à la base, tu l'as découvert comment? Moi, je consomme vraiment beaucoup, beaucoup de stand-up parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ça et j'en regarde en spectacle à Paris et sur Netflix. En fait, un jour, j'ai tapé stand-up et là, une espèce de vortex énorme s'est ouvert devant moi. Vers un nouveau monde. Et là, j'ai fait bon, et ben on va commencer par le premier. Et donc, j'en ai regardé comme ça plein. Et puis, au bout d'un moment, l'intelligence de Netflix, c'est de te dire ah, t'as bien aimé ça, tu vas forcément bien aimer ça. Et puis, du coup, t'aimeras aussi ça. Et donc, c'est arrivé comme ça. Et puis moi, en plus, avec ma petite casquette de féministe, j'étais une fille. Ça m'intéresse, bonjour. C'est-à-dire que ça joue à pas grand-chose au final. T'aurais pu commencer par le spécial de Gad Elmaleh et ne plus jamais regarder quoi que ce soit. Non, jamais. Mais en plus, Eliza, pour le coup, elle a un humour très féministe. Elle parle beaucoup de ces questions-là. Elle parle de MeToo aussi. Elle parle des injonctions que subissent les femmes dans la société. Il y a tout un passage où elle explique que pourquoi ce sont toujours les mecs qui doivent aller vers les filles pour draguer. Elles expliquent que c'est juste parce que pour correspondre aux injonctions de la société, les femmes doivent faire tellement d'efforts que c'est épuisant et que la moindre des choses, c'est que les mecs se bougent un peu le cul. J'adore cette version. Ouais, moi j'ai décidé que c'était ma vision des choses maintenant. Voilà. Minimum syndical, c'est au moins tu fais le premier pas. Moi je me suis tapé tout le reste. Minimum, tu fais ça. Je pense que ça peut être assez efficace en ce moment de commencer par ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres stand-upeuses dans le même état d'esprit que tu nous recommanderais? Alors, sur Netflix, il y a plusieurs épisodes tout petits spectacles de stand-up qui font 20-25 minutes par des noms de gens absolument pas connus, qui sont vraiment très, 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 très chouettes. Je vais réussir à parler. Évidemment, si je commence par taper Netflix dans le menu de recherche de Netflix, ça n'a pas de sens. Tu parles peut-être de comédiens, je vais y arriver du monde ou quelque chose comme ça? Non. C'est vraiment une très belle série. Et qui est très, très chouette, exact. Il y en a une autre qui est... Mais pour le coup, c'est que des comédiens du monde, donc t'as des gens de partout. Et il y a une version où c'est que des comédiens américains, où il y a quelques femmes. Il y a Ali Wong, qui est une stand-upeuse américaine qui a fait des spectacles sur la grossesse qui sont très très fortes. C'est un coup à te ligaturer les trompes, très clairement, mais direct. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, tu prends une paire de ciseaux et hop. Je l'ai vu twerker avec son gros bidon et là je me suis dit genre oh. Il y a Chelsea Peretti aussi qui est sur Netflix. Chelsea Peretti aussi, ouais, et son spectacle est absolument génial. Il y a Amy Schumer, la base. Chelsea Peretti, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même quelques-uns de ses spéciaux qui sont très très barrés, voire limite chelous. Ouais, mais elle est de base quand même assez voilà. Oui, ouais, voilà. Pour prévenir les personnes qui voudraient aller regarder, c'est quand même pas forcément un truc on va juste que se marrer. C'est
Ouais, Bizarre aussi. ouais, ça c'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas forcément, Chelsea Peretti, c'est Gina dans Brooklyn Nine-Nine. Je savais pas qu'elle faisait du stand-up. Enfin, elle était pas elle était au SNL aussi, non? Mais du coup, je savais pas qu'elle faisait du stand-up, ce qui n'est pas complètement incohérent quand on la connaît un peu. Mais Ah, mais c'est surtout que tu finis par plus être certain de qui est qui en fait, parce que c'est un peu le personnage le même. ah ouais, bah ça va me plaire alors. J'ai regardé que quelques épisodes de Brooklyn Nine-Nine. On parle bien de la nana qui est genre brune aux yeux bleus avec un grand nez. C'est la standardiste, enfin c'est la secrétaire. Ah oui, ok, c'est bien ça. Si t'as vu peu d'épisodes de Brooklyn Nine-Nine, t'as pas encore réalisé le potentiel de ce personnage. Ah ouais. C'est incroyable. Attends l'épisode où elle dit I am the Paris of people. Ça, j'en peux plus, quoi. C'est n'importe quoi. Elle est trop forte. Ah ouais. On a quand même une statue d'elle pour la remplacer dans la dernière saison. Hein. C'est incroyable. Par contre, dans les spectacles de stand-up féminin, si vous allez pas hyper bien, ne regardez pas celui d'Anna Gatsby. Nanette Gatsby, ouais, pardon. Qui est vraiment très, 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 très chouette, mais qui fait beaucoup trop réfléchir et qui te met beaucoup trop de trucs en perspective. Faut être prêt pour le regarder. Mais il est génial. Ça, c'est pour post-confinement, les enfants. Il est vraiment, vraiment très, très, très chouette. C'est une pépite. Je suis sortie de ce truc, j'étais au fond de mon canapé. C'est vraiment très, très chouette. Il y a aussi sur Netflix, il y avait, je sais pas si vous aviez vu, c'est une toute petite série australienne mais qui était géniale, qui s'appelait Please Like Me. Ah bah c'est ça dont tu parlais, Anna Gatsby. Je sais pas si c'est d'elle dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà, ouais, c'est le spectacle Nanette de Anna Gatsby et c'est vraiment, vraiment génial. Pour le coup, c'est pas le stand-up qui va te faire te bidonsquer complètement pendant 1 heure. Mais par contre, c'est un truc à voir. Ouais. C'est extraordinaire. Et bon, en tout cas, il y a une mine d'or qui vous attend sur les plateformes légales. À la limite, ce qu'on pourra faire, Céline, hors épisode, c'est lister quelques personnes avec quelques bandes annonces pour orienter les auditeurs. On va s'en limiter à peut-être 5. Hein. On n'est pas des dingues. Ouais. Non, on va faire plus simple, on va mettre directement un lien vers Netflix. Comme ça, les personnes pourront choisir. En légal, mais pas Netflix, il y a quelques comédiens qui ont commencé à mettre leur spectacle sur YouTube pour la période là. Par exemple, Dedo. Voilà, il y a Paul Taylor aussi. Il y a Ken Kojandi, mais son spectacle était déjà dispo avant. Dan Gagnon aussi. Mais ouais, il y en a pas mal qui les ont mis à dispo sur YouTube, ce qui est très très cool. Et Ken Kojandi, son spectacle est un peu particulier, je trouve. Il y a des moments, en fait, c'est finalement assez mélancolique. Enfin, il va te raconter un truc ultra mélancolique et après, il va te raconter une grosse connerie. C'est pas déconnant au final, c'est quand même pas mal son personnage. Ça n'a pas été que un déconneur dès le départ, donc pour moi, ça me choque pas personnellement. Ah, ça me choque pas non plus, hein, mais c'est juste que en regardant le spectacle, tu vois, il y a eu des moments, franchement, où, enfin, moi, je suis un public assez facile. Donc, je rigole à beaucoup de choses. Et sauf que je rigole et je pleure à beaucoup de choses aussi. Et il y a des moments, t'es là genre... Il y a un podcast vachement bien qui s'appelle Les gens qui doutent. C'est un podcast belge qui est une interview de Ken Kojandi, dans un des épisodes, où il explique justement comment il a écrit ce spectacle-là. D'accord. Eh ben, écoute, on rajoutera un lien encore. On aura un parchemin de liens infinis. Je peux me permettre un tout petit truc aussi? Bien sûr. Il y a sur YouTube, il sort un podcast tous les dimanches à 18h qui s'appelle Un bon moment et du coup il invite des humoristes ou des stand-uppers et c'est assez intéressant à écouter parfois. Sauf l'épisode avec Big Flo et Oli. Il en faut pour tout le monde. Non, je rigole. Même celui-là est intéressant et du coup ça peut être cool à regarder. Mais en ce moment, sur YouTube, on découvre des choses assez étonnantes. Et là, notamment, dernièrement, je suis tombée sur la chaîne YouTube de Dorothée Pousseau, qui est une doubleuse française très connue, qui a une voix très, très reconnaissable, qui avait notamment participé au film Ralph, le Disney. Elle a fait une chaîne de vidéos. Elle raconte des contes à des youtubeurs super connus. Genre Cyprien, Natou, etc., John Rachid. C'est des contes approximativement racontés, puisque du coup, il y a un dialogue et une interaction avec les personnes. Et c'est assez surprenant, mais plutôt rigolo. Je vous recommande, parce qu'en plus, elle a une voix qui est très agréable. Enfin, moi, personnellement, que j'aime beaucoup. C'est la voix de la sœur de Dexter. Non mais il y a tellement de trucs, je suis choqué, je suis sur son wiki, j'ai l'impression que mon enfance c'est cette femme en fait. Elle fait même des lives sur Instagram, du coup tous les jours elle lit une histoire, donc il y a ses filles à côté d'elle aussi et tout, et elle lit une histoire comme ça en live sur Instagram et des fois elle invite des gens aussi, c'est très drôle. Ouais, non, c'est très très chouette, puis sa voix est top. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ah ouais, elle est géniale. Hein.
Ah, et puis on en revient à. Il y a un lien presque avec une autre chronique de tout à l'heure, puisque ça a été aussi la voix française de Kat Dennings qui jouait dans Two Broke Girls, la série dans laquelle il y avait Earl qui joue aussi dans la série sur tellement méta. Madame C.J. Walker. La boucle est bouclée. Sur cette transition, je vous propose qu'on passe au sujet de Setsu, qui va nous parler, en tout cas, nous parler, je ne sais pas, mais en tout cas, il va nous donner de bons conseils régressifs. Voilà, les bons conseils régressifs du docteur Setsu. Voilà, il faut donc expliquer que je n'ai donné rien de plus comme indice à Morgane que le titre de ma chronique, puisque ça va être une chronique et qu'elle n'a pas pu savoir actuellement de quoi je vais parler, si c'est de séries ou si c'est de planter des tomates dans le jardin. Heureusement, ça va être du conseil culturel. Donc pour ma participation décennale à l'eau centrale, tiens, ça rime, et la preuve, la dernière fois que j'étais participé, c'était pour le numéro 100 en 2019, donc dans la décennie précédente, je vais n'en faire qu'à ma tête, et au lieu de vous conseiller, comme chacun de mes copains autour de la table ce soir, une œuvre culturelle pour le confinement, je vais plutôt enfiler ma blouse de docteur, récupérée via AliExpress, pour vous prodiguer mes savants conseils régressifs. Alors que faire en ce moment pour oublier toute la zizanie qui court à travers le monde, cette maladie, l'enfermement, le confinement? Pas évident de se sortir de l'esprit de ce genre de choses, hein. À moins de, peut-être, je ne sais pas, moi, remonter le temps. Voilà une bonne idée. Retomber en enfance, ce serait un beau programme, non? La facilité serait de ma part de vous administrer une petite plaquette de Disney+, 500 mg, d'autant plus que la première plaquette de 7 jours est actuellement gratuite, et encore disponible pour bon nombre d'entre vous à l'écoute de ce podcast, je pense. Des études non réalisées par un obscur CHU marseillais montrent que les principes actifs du médicament sont plutôt incomplets. Tenez par exemple, je pourrais vous conseiller de prendre un gros bol de céréales avec du lait et de vous mettre devant la série originale La Bande à Picsou, disponible actuellement sur le service. Enfin, disponible, incomplète surtout. Je sais bien que le Disney Vault de Disney est immense, que tout en ressortir prend pas mal de temps, mais de là n'a qu'à n'avoir qu'un seul tiers des épisodes qui existent, d'autant plus avec une qualité dégueulasse digne d'une VHS poussiéreuse. Autant vous faire ressortir directement le lecteur de VHS, ce sera plus simple pour la nostalgie. Et c'est malheureusement le cas d'une bonne partie de toutes les séries d'animation qui sont sur le service, à part Tic et Tac, curieusement, qui a l'air d'avoir un RIP plutôt propre et refait, mais lui aussi incomplet, il n'y a qu'une seule saison. Tiens donc, ça semble être une certaine constance sur Disney+. Ah, tu dis qu'il y a... Pardon, je t'interromps juste 2 secondes. Il y a Tic et Tac Ranger du Risque sur Disney+. Il y a Tic et Tac Ranger du Risque. Mais voilà, alors, il y a beaucoup de séries. Il y a donc Tic et Tac Ranger du Risque, donc La Bande à Picsou, pour les séries des années 90, Doug, que je pense que ça va faire remonter de vieux souvenirs à pas mal de personnes assez obscures. Donc, toute la série de la bande à Dingo, les Quacks en vrac, La Cour de récré, donc vraiment toutes les séries Disney des années 90, à part Tic et Tac, même Mr. Mask, ce que j'allais oublier, Mr. Mask, ont tous un rip absolument dégueulasse, infâme. On dirait vraiment que c'est des VHS, en plus c'est des bandes US sur lesquelles ils ont foutu les voix françaises, hein, parce que c'est il n'y a pas du tout toutes les francisations qui étaient vraiment très présentes dans les Disney sur les éléments à l'image, ça tout est en anglais, donc on se demande déjà où est-ce qu'ils ont retrouvé leur bande, est-ce que c'est des vieux trucs? Ça commence à sentir un peu le sapin. Et donc voilà, toutes ces séries d'animation semblent avoir été récupérées dans une poubelle. C'est assez ennuyeux pour un service qui se voulait à peu près complet et qualitatif tout de même. Enfin, si vous voulez quand même partir sur cette voie, hein, je pense que c'est plutôt pas mal pour faire un petit moment régressif, je vous conseille de plutôt aller visionner la récente série animée Réponse, oui, qui sait garder l'univers et l'humour du film pour bien étendre les aventures de la princesse aux longs cheveux pour enfin réussir à vaincre ses démons. N'oubliez pas de regarder plutôt le pilote avant sous forme de téléfilm, puisque Disney+ fait toujours les choses apparemment de mauvaise façon, et a bien pensé à séparer le premier téléfilm de 52 minutes qui fait introduction et qui explique, spoiler, mais ce sera pas très compliqué, que Réponse se met à retrouver sa chevelure longue et immense pour retrouver ses combats, mais ça, vous le saurez que dans l'épisode pilote. Si vous partez tout de suite sur la série, vous ne comprendrez pas, bravo Disney. Ou alors de fouiller dans la sélection plutôt exhaustive des films et téléfilms qui sont disponibles, tellement exhaustive qu'elle contient, à cette façon assez surprenante, John Carter, le fiasco un peu injustifié se basant sur l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs, d'un des tout premiers héros de science-fiction, héros de la Civil War, qui se retrouve mystérieusement téléporté pour Mars, pour y vivre des aventures les plus épiques les unes que les autres, et devenir finalement prince de Mars avant d'autres choses lui arrivent. Je vais pas trop spoiler quand même. C'était vraiment un bon divertissement qui a injustement été cassé par la critique à l'époque,
qui a connu un succès un peu d'estime, puisque Disney s'en est retrouvé à peu près à égalité dans ses frais, mais que malheureusement, au final, sur le budget de 250 millions, ils pensaient en faire une immense trilogie, et ça coulait dans l'eau. Donnez un peu d'amour à ce film, vraiment. C'est un excellent film de science-fiction, à mon avis, et ça mérite terriblement n'est-ce qu'un de vos week-ends pour aller le regarder. Après, dans mes prescriptions, bon, j'ai les plus classiques, hein. Si vous voulez pas du Disney+, toujours presque du Netflix, 1000 mg. Bon, ça a eu son succès, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la composition récemment. Laissez-moi regarder un peu. Oui, beaucoup de séries animées moyennes DreamWorks, des séries US mal doublées. Oui, Pokémon. Ah oui, bon, il y a toujours Top Gear. Si votre rêve d'enfant était de conduire une grosse voiture immense et tout péter sur votre chemin, et dans le même genre aussi dans les originaux Netflix, Hyperdrive, des grosses voitures de sport conduites par des célébrités qui foncent dans des parcours d'obstacles avec des néons partout. Mais non, je pense pas vraiment à ce que c'est... Comment ? Oui ? Un médicament générique ? C'est ça que vous voulez ? Bon, c'est vous qui voyez, hein. Enfin, remarquez, je peux vous prescrire du YouTube X, hein. C'est pas bien cher, hein. C'est même gratuit d'ailleurs. Faut fouiller, mais après tout, vous n'aviez pas eu des vieux souvenirs de programmes télévisés que vous pouviez pas rater à une époque et que vous aimeriez bien revoir ? YouTube, c'est une véritable malle au trésor, follement rangée et alimentée par des milliers d'enregistrements VHS impromptus, faisant d'autant ressurgir des souvenirs presque perdus à jamais. Tiens, par exemple, saviez-vous qu'une chaîne YouTube a ressorti l'intégralité des émissions de la carte au trésor des années 1990 et 2000 ? En plus de vous permettre de voyager, n'est-ce que virtuellement, ce qui est plutôt pratique actuellement, dans toute la France en hélico, vous pourrez remarquer qu'à l'époque, le présentateur Sylvain Augier était un fiefé enculé, puisqu'il était très fort pour se foutre subtilement de la gueule des candidats qui n'arrivaient pas à se repérer avec une boussole dans une aire de jeu imposée pour trouver leur futur lieu de passage. Pour finir tout ça, il vous faut peut-être quelques petits conseils élémentaires pour finir dans le régressif. Pour passer un bon moment de votre écran favori et regarder des programmes rigolos, il vous faut un plat adapté. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un petit steak puré ou coquette et du jambon ? Je suis conscient pour que certains d'entre vous, c'est un plat parfaitement normal ou banal parce que c'est dans vos habitudes ou parce que tout simplement c'est un plat qui coûte pas cher et que c'est pas forcément l'époque pour faire des plats festifs, mais peut-être qu'un soir ou deux, devant une vieille série, une vidéo historique, un vieux contenu que vous n'avez pas regardé depuis longtemps, j'espère que ça pourrait vous espérer de penser à autre chose ou de vous changer les idées. Allez, je range ma blouse avant peut-être quelques questions, mais ne vous inquiétez pas, la consultation était gratuite, hein. Je prends la carte vitale. J'espère que ces quelques petits conseils vous permettront au moins de vous amuser un peu plus sans ces semaines compliquées. Prenez de nouvelles de tout le monde et prenez surtout soin de vous. C'était parfait. Le docteur, il est efficace. Hein. Je ne regrette pas d'avoir gardé le suspense jusqu'au bout. Merci. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un moment où on a plus tendance à s'orienter vers des séries régressives quand c'est possible. Faut parfois y penser, on essaye de chercher du neuf alors que bon, parfois, il y a peut-être des choses qui nous ont plu avant et sur lesquelles on peut revenir. Mon cerveau a explosé quand j'ai vu qu'il y avait le film de la bande à Picsou sur Disney+. Bah, ils l'ont mis, bah, parce que de toute façon, ils ont là le catalogue de films, c'est bien. Je me suis plaint sur le fait qu'il y a beaucoup de choses incomplètes, et surtout sur les séries d'animation, c'est assez dramatique sur le catalogue qui est terriblement incomplet, hein. Même, on peut même pas justifier du fait que certains masters étaient perdus, parce que justement, je parle de la bande à Picsou. La bande à Picsou, j'ai les DVD qui étaient sortis en Europe, et il y a actuellement une 60aine d'épisodes sur les 100 qui avaient été développés pour la série originale. Déjà, il en manque un peu. Mais là, il en manque encore plus parce qu'il y a que 35 épisodes disponibles actuellement sur Disney+, sans savoir si c'est juste une stratégie globale pour essayer de faire de la rétention, pour dire subtilement, les épisodes, ils vont finir par arriver, mais restez abonnés, s'il vous plaît. Ou justement, parce qu'il y a une véritable part d'incompétence de la part de Disney qui n'a pas réussi à retrouver des masters corrects, ce qui est une question sur laquelle on peut vraiment se poser, parce que, comme je l'explique, ça se sent qu'il y a vraiment beaucoup de grains sur toutes les captures qu'ils ont fait vraiment de ces séries d'animation-là, à part Tic et Tac, comme je l'ai dit, ce qui a l'air d'être fait à peu près correctement pour des raisons obscures, et que même aussi, bien évidemment, Disney+, a aussi tout le catalogue des Simpsons, et ça a déjà été un sujet justement lors de la sortie de Disney+, aux États-Unis. Les premières saisons ont été recadrées en 16/9, ce qui est tout de suite très visible, et ça donne vraiment un style assez moche. À côté de ça, il y a plein de vieux films Disney qui sont ressortis, oui. Notamment L'Apprentie Sorcière, où il y a aussi... il y avait un film, ça faisait des années que je recherchais le nom,
Et du coup, c'était un truc genre la montagne au sortilège ou la montagne. Enfin, voilà, c'était un truc ensorcelé, je crois. Et avec des gamins qui ont des pouvoirs, tout ça. Et qui était passé à l'époque, ça remonte un peu, au Disney Parade. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Exactement. Et du coup, au-delà de me faire sentir vieille, du coup, j'étais contente de retrouver le film. Et c'est cool parce qu'ils ont quand même une section, et ça, je trouve ça très intelligent, qui est rangée par décennie dans la fonction recherche. Et du coup, on peut vraiment aller rechercher du film et de la série. Des choses qui parlent personnellement, vraiment, oui. Exactement. C'est rangé par décennie. Alors déjà, tu prends un coup de vieux parce que quand tu vois que Blanche-Neige est alignée avec d'autres trucs et là que tu te dis, oh mon Dieu, c'était les années 40. Ah oui. Donc, mais je trouve ça intelligent parce qu'en même temps, ça permet un peu de resituer aussi dans quelle époque ça a pu être développé. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, comme même si tout n'est pas parfait en effet sur l'application. Mais il y a des choses qui sont intelligentes, oui. Ouais. Il y a vraiment ils capitalisent pas mal sur la nostalgie, ce qui est pas con au final. C'est en Disney. plus, oui, ça reste quand même un catalogue immense sur des dizaines d'années. Bah, c'est ça, parce que Disney, c'est beaucoup quand même centré sur comment dire, quelque chose de ludique et pour les enfants, globalement. Donc forcément, le fait que ce soit rangé par décennie, il y a beaucoup de gens enfin tout le monde a été enfant un jour, ou du moins je l'espère, parce que sinon c'est bizarre. Et du coup, le fait de retrouver ça par décennie, je trouve ça intelligent parce que ça va forcément évoquer quelque chose à ton petit Kokoro. Bah oui. C'est un côté un peu transmission aussi. Tu montres, quand t'as des enfants, tu montres à tes enfants les trucs que tu regardais toi-même quand t'étais petit. C'est hyper cool. La dernière fois, mon père voulait absolument qu'on revoie les Aristochats, qui étaient à ce moment-là encore disponibles sur Netflix. Et pas de bol, il y était plus au moment où on a voulu le regarder, donc il était extrêmement triste. Mais lui, par exemple, c'était genre les Aristochats et le Livre de la Jungle. Alors que moi, par exemple, mon premier Disney au cinéma, c'était Le Roi Lion. C'est pareil, mes parents ils sont accros. Enfin, c'est vraiment les deux, les Aristochats et le Livre de la Jungle. Je sais pas si. Mais ils ont dû sortir, j'imagine, à l'époque. Ma mère, c'est plus Robin des Bois. C'est les années 70. Et moi, c'est Le Livre de la Jungle. Ouais, c'est ça. Bah, oui. Je n'irai pas jusqu'à faire un classement des meilleurs Disney parce que ce n'est pas l'objet. mais la musique du Livre de la Jungle, quand même. Grave. Ça m'a un peu plus marqué que le Robin des Bois. Ouais, mais voilà. Enfin, en même temps, un Disney, surtout, c'est toujours les Disney d'animation. Au final, c'est indirectement, c'est surtout les chansons que tu vas retenir et qui vont te faire retenir le reste plus. Oui. Mais c'est toujours un élément marqueur des films d'animation Disney. Ah ben complètement. Moi, je me suis fait la remarque la dernière fois en regardant Vaiana, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ah, c'est trop bien. Non, mais déjà, ça se passe sur les îles et ça fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup d'océans et beaucoup de cocotiers. Donc Ça fait du bien. et au-delà de ça, les chansons sont hyper bien, l'histoire est cool, enfin, l'animation est magnifique. Enfin bref, il y a pas beaucoup de choses que je reproche à ce film. Et ce qui est à l'inverse, je reprocherais peut-être, par exemple, à Rebelle, où du coup, pour moi, il y a moins de chansons marquantes dans Rebelle, même si l'histoire est chouette et l'environnement est sympa, mais Vaiana à côté l'emporte haut la main. Je connais aucune chanson de Rebelle. Enfin là, je ne peux rien te sortir. Il y en a qu'une en fait. Il y en a qu'une particulièrement, c'est celle où elle est en train de faire de l'escalade dans la cascade. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est pas elle qui chante en fait. Alors, contrairement à Vaiana où c'est sur le mode de la comédie musicale où il y a de la chorégraphie, etc. Dans Rebelle, en fait, c'est plus une bande son que un élément intégré à l'histoire en elle-même. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est un peu moins marquant parce que Disney est vraiment tablé sur le mode de la comédie musicale où tout s'arrête et la chorégraphie. Enfin, c'est un peu le principe. C'est un peu le principe, mais du coup, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fait que tu bouges ton popotin quand t'entends une chanson de Disney. Enfin... Et en plus, sur Disney+, tu peux mettre les versions québécoises. Ah bon? On peut sélectionner à peu près toutes les langues. Ouais. Sérieux? Et ça, c'est vraiment très très cool. Moi, j'ai regardé Mulan cette semaine, la version québécoise. Les chansons n'ont absolument rien à voir. C'est de la traduction presque littérale des chansons originales. Et typiquement dans la chanson Comme un homme, qui devient du coup soit un homme, le chef de l'escadrille, là, il les traite de flancs mous. Moi, mon petit plaisir sur cette chanson spécifique, c'est de regarder la version chantée par Jackie Chan en clip. La version chinoise est chantée par Jackie Chan.
Si. Attends, c'est-à-dire qu'on a vécu jusqu'à maintenant sans ça? Déjà que moi j'ai découvert que dans la version originale c'était Eddie Murphy qui faisait Mouchou et que dans la version Oh là là. québécoise Mais non. c'était Anthony Ah, c'est Cavana. top tier. Dans les deux cas, c'est top tier. Et que quand j'ai dit ça à la pote avec qui j'étais en train de le regarder, elle m'a dit c'est qui? Elle ne sait pas qui est Anthony Cavana? Non, elle ne connaissait pas Anthony Cavana, donc il a fallu que je lui Elle a explique. quel âge? Moins que moi, forcément, mais Cavana a été beaucoup moins éclatant ces dernières années en C'est ça. France. en fait moi l'explication que j'ai donnée ça a été humoriste québécois qui a explosé en France fin 90 début 2000. Oui, c'est ça, c'est un bon résumé. Et il a présenté les Energy Music Awards. C'est très important de préciser ça. Un truc important dans sa Attends, carrière. l'Energy Music Award de quelle année? De toute manière, c'est daté. Ah bah voilà. Je crois qu'il en a fait plusieurs, non, en plus. Alors là, Possible. Je connais pas le palmarès des Energy Music Awards. Donc, Anthony Cavana, si vous nous écoutez, aidez-nous. Aidez-nous à répondre à cette question. il a repris sa carrière au Québec, il fait ses tournées et tout va très bien pour lui. Hein. C'est juste qu'il est reparti là-bas. Il est reparti au pays. Ah, si, j'ai vu un One Man Show, puisqu'on est parti sur ça, vu que maintenant on a fait du hors-sujet. Je l'ai vu il y a encore 4-5 ans, je crois, Cavana en France, et c'était cool à écouter. Bah, et c'est plus la même popularité, totalement. La chanson chantée par Jackie Chan, je suis très En curieuse. fait, c'est lui qui le double en cantonais. C'est lui qui double le prince, enfin le héros homme en cantonais. Et donc, c'est lui qui D'accord. chante les chansons. Et il chante. Je vais pas dire bien, Il chante. Ça va, il s'en sort vachement. Il s'en sort bien. Non, mais c'est extraordinaire. C'est le genre de fun fact absolument génial. Et surtout, quand même, il fait les chorégraphies. Enfin, le clip est merveilleux parce que c'est pas un clip Disney. Enfin, faut le regarder. Il n'y a pas d'extrait du film dedans. Il y a Jackie Chan qui fait du kung-fu. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est tout ce que j'avais besoin là. Ouais, c'est vraiment- Non, mais, voilà, non, mais c'est top. Parce que Jackie Chan se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de Disney. Exactement. Oh là là. Alors, ce qui est en train de se passer, chers auditeurs, c'est que mes chroniqueurs sont en train de complètement perdre leur attention sur l'émission et de regarder le clip de Jackie Chan qui chante. Donc, je vous inviterai à faire la même chose. C'est beaucoup parce trop que, stylé. puisque voilà, comme l'a dit Marvin, c'est beaucoup trop stylé. Un lien de plus dans le jeu. Exactement, un lien de plus dans ce conducteur. Mais en attendant, sur ces bons conseils régressifs du Dr Setsu, je pense que nous allons pouvoir clôturer cette émission. Et je voudrais tous vous remercier d'être venus, car ça a été une expérience de faire une émission avec autant de personnes. Et je trouve que vous avez été parfait. En tout cas, ouais, voilà, moi, je suis très content d'avoir fait cet épisode avec vous. Et même si je n'ai moi-même pas sélectionné d'œuvres pour cette émission, je voudrais vous voler les mots de Meuret et vous dire que vous êtes tous mes doudous de confinement. Car grâce à vous, je passe des journées toujours plus ensoleillées. Non, mais en tout cas, c'était très très chouette de faire ça avec vous, puisque c'est vrai que sur le coup, quand le confinement a été annoncé, c'était pas forcément évident de lancer une émission, plus en termes de motivation qu'autre chose. Et finalement, on n'a jamais été aussi nombreux. Donc, franchement, merci à tous. Et bienvenue Céline, à toi dans cette aventure. J'espère que ça t'a plu et que tu reviendras. Merci beaucoup. Ouais, bah, si on veut bien me laisser rentrer. Bah écoute, Ce sera avec plaisir. Bah écoute, c'était la seule à avoir vu Two Broke Girls. Donc moi je dis oui. Hein. Ah, mais j'ai adoré Two Broke Girls. J'ai regardé aussi, moi, mais je voyais pas quel personnage. Bon, lequel dont on parlait tout à l'heure. Non, mais non, mais. Je suis un mauvais Oh là fan. là. Oh là là. Pardon. Bah, pour la peine, tu iras te retaper toute la série. Je regarderai. pour conclure, Allo Central est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. On se retrouve très bientôt avec un épisode réclamé par mes chroniqueurs. Si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous saurez peut-être de quoi je parle. Pour indice, il y a peut-être un raton laveur avide d'argent dedans. Et des navets. Ah ouais, je sais, c'est un épisode sur Doom. C'est un épisode sur Pompoko. Pompoko, c'est ça. Oui, mais ils font pas du parachute avec leurs couilles d'ailleurs là-dedans. Comme le vrai yokai japonais, en fait. Exactement, comme le tanuki. On laisse ça là et débrouillez-vous avec cette information. En attendant, retrouvez-nous 24h/24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur le site de radiokawa.com. N'hésitez pas à partager l'émission à vos amis, vos voisins, vos collègues ou à votre crush du moment. Tout ça en nous mettant des petites étoiles sur iTunes et en respectant la mesure de distanciation sociale recommandée, bien entendu. Et en attendant, on vous fait tous plein de bisous. Bisous. Bye bye. Bisous, cœur sur bisous. Bisous, bye.